Voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler de recherche. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est présenter ce thème qui porte donc sur comment les consommateurs en Afrique valorisent les produits organiques qu'on appelle également les produits bio. Donc l'idée générale, c'est que pour la plupart des gens, c'est des produits qui sont relativement très chers, ce qui est effectivement le cas par rapport aux produits de l'agriculture conventionnelle. Maintenant, l'idée, c'est que si nous sommes sur un continent où une proportion relativement importante de la population est relativement pauvre, donc cela veut dire que quand vous leur présentez des produits conventionnels qui sont moins chers et des produits biologiques qui sont relativement plus chers, donc ce différentiel de prix qui constitue une prime de qualité, comme on va le voir, peut-être serait hors de portée des consommateurs. Et maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est que est-ce que c'est réellement le cas? Autrement dit, est-ce que l'agriculture biologique a une pertinence dans ce contexte de conditions de vie relativement difficiles pour une grande partie de la population, souvent qui a du mal à accéder aux biens agricoles, aux biens alimentaires. Donc, nous allons essayer de voir est-ce que c'est réellement le cas, essayer de comprendre la demande et les attitudes des consommateurs vis-à-vis de ces produits. Donc, pour ce qui est donc du plan de présentation, nous allons commencer avec la problématique de recherche. Donc, en quoi ce travail sur l'agriculture biologique pourrait être euh, important, non seulement du point de vue de la recherche, mais également du point de vue politique. Ensuite, nous allons voir quels sont les objectifs de recherche, donc sur quoi nous allons axer notre travail. Ensuite, nous allons amener notre approche méthodologique pour apporter des éléments de réponse aux questions de recherche que nous allons poser. Ensuite, nous allons présenter les données. Donc, après une petite analyse exploratoire, nous allons aller droit au cœur de nos analyses, c'est-à-dire quels sont les résultats que nous obtenons et quelle est leur signification. Voilà. Ensuite, nous allons dire quelles sont les implications de nos résultats, qu'est-ce qu'ils signifient, quelle est la portée, et puis quelles pourraient être les perspectives en termes de recherche additionnelle. D'abord, quand on parle d'agriculture biologique, généralement, la terminologie est relativement très vaste. On parle de biologie, on parle d'agriculture organique, on parle d'agriculture saine, mais également d'agriculture durable. Donc, ce qui caractérise ce système de production agricole, c'est l'absence d'intrants de synthèse. Par exemple, tout ce qui est engrais chimiques, tout ce qui est produits phytosanitaires, comme les pesticides, par exemple, donc c'est des produits qui ne sont pas utilisés. Donc, les produits qui sont issus de cette agriculture, généralement, c'est des produits qui sont en phase avec la santé humaine. Donc, ça, c'est un élément important. Parce que généralement, c'est des produits dans lesquels vous ne retrouverez pas, par exemple, de résidus chimiques, souvent qui peuvent dépasser des seuils autorisés de façon à pouvoir générer des effets négatifs pour ce qui est de l'organisme humain. Donc, ça, c'est une caractéristique principale qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Maintenant, un autre aspect important de l'agriculture biologique, c'est qu'effectivement, elle peut être en phase avec la santé animale. Parce que lorsqu'on parle d'organique, ce n'est pas seulement au niveau de l'agriculture. Bon, l'agriculture, par exemple, au sens restreint, les cultures, etc. Mais c'est également l'élevage. Bon, par exemple, si vous voyez souvent les productions laitières dans la plupart des grandes fermes des pays du Nord, avec des produits, les produits chimiques ou bien certains intrants qu'on donne aux animaux pour un peu augmenter leur fertilité, ça rentre également dans le cadre de l'agriculture conventionnelle. Donc, ce n'est pas tellement de l'agriculture biologique. Mais également, c'est en phase avec la santé des écosystèmes parce que lorsque vous amenez des intrants chimiques et que vous en faites un usage intensif, là, vous modifiez un peu la composition chimique et organique des sols. Et à la longue, cela pourrait contribuer effectivement à la dégradation, comme on va le voir. Donc maintenant, aller dans le sens d'une agriculture biologique qui fait moins d'usage d'intrants de synthèse. Donc là, vous préservez effectivement non seulement la santé des hommes à travers des produits relativement sains, mais également la santé animale à travers la nourriture effectivement que vous leur donnez, mais également les écosystèmes qui sont également préservés à travers la fertilité, mais également l'équilibre organique et chimique en termes de composition. Maintenant, lorsque nous sommes dans un contexte d'usage accru d'engrais chimiques, également de dégradation des sols,
Une des solutions, c'est effectivement sortir de la culture conventionnelle pour aller vers la culture alternative, c'est-à-dire modifier le système de production de nos biens. Donc, ce que nous avons actuellement, c'est que quand vous regardez la plupart de nos pays, ils sont vraiment dans un processus d'augmentation de la productivité agricole, donc de la production agricole. Maintenant, un des moyens pour aider cela, c'est effectivement d'avoir un usage accru d'engrais chimiques. Maintenant, en Afrique, avec l'Union africaine, donc il y a eu en 2006 cette déclaration d'Abuja par laquelle la plupart des États africains se sont engagés à augmenter l'usage d'engrais chimiques. Parce que le but, c'est effectivement d'accélérer le processus de production et de mettre sur la table des produits, une quantité relativement importante de produits agricoles pour répondre à la demande nutritionnelle des populations et faire reculer l'insécurité alimentaire. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que depuis longtemps quand même, on a effectivement cette dégradation de la qualité des sols. Parce que lorsque vous modifiez la composition chimique et organique du sol, de façon à pouvoir intensifier l'agriculture, donc cela va sans dire que les impacts pourraient être relativement négatifs en termes de dégradation de la qualité des sols. Donc on parle de plus en plus de crise de fertilité, parce que les sols ne sont pas aussi fertiles si on les laisse comme ils sont. C'est pour ça qu'il faut des apports chimiques qui contribuent, si vous voulez, à accentuer le phénomène. Maintenant, si effectivement la culture biologique pourrait être une alternative face à cette dégradation des sols et à ce risque en termes de santé humaine, il va sans dire que lorsque vous comparez le processus de production de l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, vous verrez que l'agriculture biologique est relativement plus coûteuse. Un des premiers éléments qui rentre dans ce coup-là, c'est que nous avons une agriculture biologique qui est plus intensive en main-d'œuvre. Par exemple, si vous avez un exemple, si vous avez par exemple des herbes qui ne sont pas tellement favorables à la croissance de vos plantes, si par exemple vous faites usage des produits phytosanitaires, là, ça ne demande pas beaucoup de travail. Peut-être une à deux personnes pourraient venir effectivement répandre ces produits et donc désherber votre champ. Mais si vous n'utilisez pas les produits phytosanitaires tels que les pesticides, par exemple, donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez avoir un nombre important de travailleurs qui vont venir procéder au désherbage. Donc ça veut dire que l'agriculture biologique utilise relativement plus de main-d'œuvre que l'agriculture conventionnelle. Maintenant, si vous utilisez plus de main-d'œuvre, cela veut dire que le coût du travail dans la production sera également important. Donc, en définitive, le coût total pourrait effectivement être beaucoup plus élevé. Un autre aspect important de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle, c'est que du moment que vous n'utilisez pas les produits chimiques, dont l'effet général est souvent d'accélérer le processus, cela veut dire que le cycle de maturation de vos cultures sera relativement beaucoup plus long. Cela veut dire que sur une période donnée, là où vous pouvez avoir peut-être 2 cycles agricoles dans le cadre de l'agriculture biologique, par exemple, avec l'agriculture conventionnelle, vous pouvez en avoir 3. Parce que là, vous accélérez, si vous voulez, le processus de maturation des cultures avec l'usage d'engrais chimiques, de produits phytosanitaires, etc. Mais si vous ne l'utilisez pas, ça veut dire que vos cultures vont mettre du temps vraiment avant de mûrir. Donc ça, c'est un élément important qui ne favorise pas tellement la productivité. Maintenant, la conséquence de cela, c'est que puisque le coût est relativement plus élevé et que le cycle de maturation est relativement plus important, ça veut dire qu'au finish, les produits que vous avez, si vous les amenez sur le marché, vous allez répercuter ce coût-là sur le prix final. Ça veut dire que le prix est relativement beaucoup plus élevé. Maintenant, ce prix plus important va intervenir dans un contexte de conditions de vie relativement difficiles des populations. Cela veut dire que vous avez un produit dont le prix est très élevé, mais la demande pourrait être relativement très faible, ce qui pourrait effectivement poser des problèmes de rentabilité, mais également de viabilité économique de ce système de production agricole. Et ça, c'est un argument quand même très important qu'il faut garder à l'esprit dans le débat. Donc, je crois que c'est ce qui peut expliquer pourquoi on a un intérêt général qui est encore relativement très faible en Afrique pour ce qui est de l'agriculture biologique et des produits qu'elle met sur la table. Par exemple, ce qu'on constate dans la plupart de nos pays africains, c'est que l'État s'implique très peu dans l'agriculture biologique, dans la promotion de cette agriculture organique-là. Parce que ce qui pourrait être le souci majeur de l'État serait de voir comment nourrir la population grandissante. Là où vous avez, par exemple, une agriculture conventionnelle à faible productivité, mais également dans un contexte de sécurité alimentaire. Donc, si vous êtes dans ce contexte spécifique, les États sont plus soucieux, si vous voulez, d'augmenter la production agricole que de s'intéresser à la qualité sanitaire de nos produits. Ça veut dire qu'il faut qu'ils mangent d'abord
avant qu'on puisse s'intéresser, si vous voulez, à la qualité de ce qu'ils mangent. Donc, ça veut dire que cela pourrait expliquer, si vous voulez, l'intérêt politique relativement très faible. Mais également, cet intérêt politique se matérialise dans les faits par le fait que vous avez une part relativement très importante, relativement très faible des terres agricoles qui sont dédiées à l'agriculture biologique. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, vous verrez que c'est environ 7000 hectares qui sont alloués à l'agriculture biologique. Et là, ça représente 0,1% des surfaces agricoles totales. Maintenant, quand vous êtes dans le monde, là, on est à 1,5%. Cela veut dire que le Sénégal est environ, le niveau d'effort est 15 fois moins que la moyenne mondiale. Et là, on pourrait penser effectivement le même pour ce qui est des autres pays africains, où la situation de faible productivité agricole et d'insécurité alimentaire est relativement identique. Donc, il y a cet intérêt quand même général qui est relativement très faible. Mais cela n'empêche que nous constatons de plus en plus des initiatives en faveur de l'agriculture organique. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, vous verrez qu'il y a une fédération nationale pour l'agriculture biologique qui essaie de regrouper les acteurs, aussi bien les producteurs que les consommateurs, que les différents acteurs qui viennent en appui. Par exemple, cette fédération nationale comporte 18 organisations de producteurs bio. Et ces organisations, au total, ont plus de 22 000 membres. Donc, ça, c'est cette organisation, si vous voulez, du point de vue des acteurs. Mais également, vous avez des mesures de soutien qui proviennent d'ONG, donc, mais également de partenaires étrangers. Par exemple, l'Union européenne au Sénégal a un programme quand même très important pour accompagner l'agriculture biologique. Donc, cela veut dire que même si l'État semble relativement être absent, vous avez quand même les producteurs qui essaient de s'organiser. Mais également, vous avez ce soutien qu'ils ont à partir d'ONG ou bien de partenaires de l'État. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, au niveau sous-régional continental, on a également des cadres institutionnels qui permettent, si vous voulez, à ces organisations nationales de pouvoir se retrouver pour partager leur expérience, définir des politiques communes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a effectivement ces initiatives au niveau national, mais également au niveau sous-régional, donc de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO. Il y a une confédération de ces fédérations nationales. Mais également au niveau continental, vous avez également cette plateforme qui permet aux agriculteurs biologiques de se retrouver au moins une fois par an, donc une conférence annuelle. Maintenant, l'appui institutionnel que l'agriculture biologique reçoit, c'est essentiellement à travers ces fédérations, mais également les ONG et les partenaires au développement. Donc, il s'agit d'encadrement de la production. Vous verrez que la plupart des ONG ou bien des regroupements essaient d'augmenter la capacité de production, sensibiliser davantage les producteurs pour qu'ils fassent la conversion de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique. Mais également les initiatives que nous avons au Sénégal et je crois dans les autres pays africains, ça les aide également à la commercialisation. Parce que si on part du principe que c'est des produits qui sont relativement très chers sur le marché, donc cela veut dire que si on laisse les agriculteurs venir eux-mêmes vendre le produit, il n'est pas évident qu'ils puissent s'en sortir. Donc, ce que la plupart des ONG font, par exemple, ici au Sénégal, vous avez une ONG qui est très active, qui s'appelle Enda Pronat. Donc, ce qu'ils font, c'est organiser des marchés hebdomadaires et amener maintenant les producteurs donc avec le produit et donc sensibiliser les populations. Donc, c'est des marchés organisés. Et ça les aide vraiment à la commercialisation. Et un autre élément important en termes d'initiative en faveur de l'agriculture bio, c'est qu'on a effectivement des campagnes de sensibilisation des consommateurs, mais également des producteurs. Donc là, on amène les consommateurs à être plus soucieux de la qualité des produits qu'ils consomment. Par exemple, les risques associés aux produits conventionnels, mais également les bénéfices qui sont associés aux produits bio. Donc là, ça les sensibilise sur la qualité des produits qu'ils consomment, l'impact par exemple sur la santé humaine, mais également la durabilité des systèmes de production. Mais également les producteurs sont sensibilisés parce que là, on leur fait comprendre que cette crise de fertilité, ils en sont responsables dans la mesure où la plupart de leur processus de production, les intrants qu'ils utilisent vont également dans le sens de la dégradation de la qualité des sols, de la productivité, mais également de leurs moyens donc, de gain de revenus. Donc, ces sensibilisations souvent amènent beaucoup à se convertir à l'agriculture biologique. Et une fois qu'ils se convertissent, ces organisations les aident en termes de comment procéder, etc. D'accord. Donc, ça, c'est un élément effectivement important qu'il faut effectivement garder à l'esprit également.
Maintenant, ce qu'on constate d'autre, c'est que le contexte socio-économique change et ça favorise davantage l'agriculture biologique. Maintenant, un premier élément de changement qui va dans le sens de la promotion de l'agriculture biologique, c'est le fait que les revenus augmentent. Donc, si on part du principe que c'est un produit qui est relativement plus cher que l'agriculture conventionnelle, cela veut dire que si les revenus augmentent, le pouvoir d'achat augmente, alors les consommateurs peuvent acquérir effectivement ces produits à qualité relativement plus élevée. Et donc, ça veut dire qu'on a une classe moyenne qui émerge, qui est beaucoup plus regardante en termes de qualité des produits consommés. Donc, cela veut dire que la demande, effectivement, va augmenter. Et si la demande augmente, cela signifie qu'effectivement, on a une part importante de la population qui est disposée à payer une prime de qualité relativement très importante. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature dans beaucoup de pays. Et comme on va le voir, c'est également le cas du Sénégal. Donc, maintenant, un autre aspect qui est également important, c'est que en termes de recherche, on a quand même une certaine compréhension du processus de production. Donc, comment on produit, quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour avoir un processus de production relativement très efficace. Donc, c'est des choses qui sont relativement très bien connues. Mais par contre, ce qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est le côté demande du marché. Donc, si on connaît l'offre, la demande est relativement très peu connue dans nos pays. Donc, comme on l'a vu au départ, c'est le fait qu'il y ait très peu d'intérêt, non seulement du point de vue politique, mais également du point de vue de la recherche dans un contexte de pauvreté. Donc là, les gens se disent, bon, attendez, pourquoi faire des recherches à ce niveau-là? Donc, ça veut dire que la demande est très peu connue, comparée par exemple à l'agriculture biologique dans les pays du Nord, où vous avez des recherches quand même qui sont relativement très avancées, qui permettent effectivement de comprendre les schémas de consommation, les schémas, par exemple, de valorisation, les attitudes face à ces produits-là. Mais dans nos pays, c'est très peu le cas, parce que quand même, on a un secteur qui est très, très embryonnaire. Donc, ça veut dire que pour ce qui est des consommateurs africains, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas pour le moment. Et une des premières choses, c'est les attitudes des consommateurs vis-à-vis des produits bio. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une idée très claire du niveau de connaissance et de sensibilisation de nos consommateurs vis-à-vis de la culture biologique et des produits qu'elle offre aux consommateurs. Ça, c'est un premier élément qu'on ne connaît pas beaucoup. Maintenant, un autre aspect qu'on ne maîtrise pas tellement, c'est que quels sont les niveaux de valorisation. C'est que du moment que vous avez ce marché qui n'est pas aussi développé, vous avez des consommateurs qui ne sont pas suffisamment sensibilisés, vous avez très peu de producteurs qui sont impliqués dedans, ça veut dire que ce marché ne fonctionne pas de façon à pouvoir indiquer les schémas de valorisation des consommateurs. Donc, ça veut dire que ça, c'est un gap de connaissances que l'on pourrait chercher à combler. Cela veut dire que, et un élément important de cette valorisation, c'est est-ce qu'en définitive, les produits bio sont des produits de luxe, qu'on appelle également les produits supérieurs. Ça veut dire que c'est un produit qui est destiné, si vous voulez, à des niches de marché, c'est-à-dire à des consommateurs relativement fortunés. Donc, est-ce que c'est une affaire de riches ou bien est-ce que les individus qui n'ont pas ce niveau de revenu élevé, une fois que vous les sensibilisez sur les enjeux de qualité, de santé des produits, est-ce que c'est les gens qui vont aller vers la consommation, nonobstant le niveau de revenu? Donc, ça, c'est un élément important que vous devez savoir dans le contexte africain. Et ensuite, s'il faut aller dans le sens de promouvoir l'agriculture biologique, comment on doit s'y prendre? Parce qu'une fois qu'on a une bonne connaissance des attitudes vis-à-vis des produits bio, des schémas de préférence et de valorisation, mais également les aspects d'hétérogénéité de ces profils de consommateurs, mais également de ces valorisations, alors là, on pourrait définir des stratégies de promotion de la culture, non seulement vis-à-vis des consommateurs actuels, mais également les consommateurs potentiels qu'on peut amener sur le marché. Donc ça, c'est des éléments, à mon sens, qui ne sont pas très bien connus. Et chercher à les connaître ira effectivement dans le sens de promouvoir la culture biologique en Afrique. Alors, comme j'ai dit, on a très peu de recherches dans le contexte africain pour essayer de comprendre un peu l'organisation générale de ces systèmes alternatifs de production qui est plus en phase avec les écosystèmes, la santé animale et humaine, mais surtout la demande. Donc, ce qu'on a constaté ici, c'est qu'on a très peu de recherches. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce faible intérêt scientifique dans le contexte africain, au moment où vous avez une littérature très abondante dans les pays relativement avancés? Le premier élément qui peut l'expliquer, c'est que le fait qu'on ait très peu d'intérêt politique. Parce que quand vous venez, par exemple, dans nos pays, vous verrez que on n'a pas un programme spécifique de l'État pour promouvoir l'agriculture biologique.
Par exemple, vous pouvez avoir des subventions, par exemple, qui portent sur l'usage d'intrants, mais ça vise uniquement l'agriculture conventionnelle. Mais il n'y a pas un programme spécifique pour promouvoir l'agriculture biologique. Donc, ce manque d'intérêt, à mon sens, scientifique, pourrait effectivement expliquer ce manque d'intérêt de recherche. Parce que souvent, la recherche suit la trajectoire politique. Donc, ce sont les questions politiques qui sont prises par les chercheurs pour pouvoir donner des éléments de réponse, expliquer les mécanismes en jeu. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt politique, souvent, l'intérêt scientifique est relativement très faible. Également, le peu d'intérêt, à mon sens, pourrait expliquer par le fait que la plupart des gens se disent qu'il n'y a pas de demande. Les consommateurs africains qui font face à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, donc c'est les gens qui ne sont pas suffisamment intéressés par ces niveaux de qualité relativement très élevés des produits ou bien des produits organiques ou biologiques. Donc, ce qui les intéresse d'abord, c'est manger. Quelqu'un qui ne peut pas manger à sa faim, si vous dites agriculture biologique, mais vous dites, il ne va pas vous parler. Donc, l'idée, c'est que c'est des gens qui sont plus intéressés par la disponibilité des produits. Et une fois que les produits sont disponibles et que les questions de pauvreté et d'insécurité alimentaire sont réglées, alors ils peuvent passer à l'étape suivante, c'est-à-dire s'intéresser à la qualité des produits sanitaires. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est essayer de comprendre si effectivement c'est le cas. Et là, c'est effectivement le revenu qu'il faut regarder. C'est-à-dire, est-ce que le revenu a un impact positif sur la consommation ou l'usage de ces produits-là. Alors là, ça pourrait dire effectivement que ceux qui ont des revenus relativement plus élevés sont plus intéressés par ces produits, toutes choses étant égales par ailleurs. Et on va revenir là-dessus en détail. Maintenant, quelle est la contribution scientifique et la contribution politique de ce travail-là? Donc, comme je dis, ce que nous proposons, c'est de résorber quelques gaps. Le premier gap, c'est que la demande actuelle potentielle n'est pas bien connue dans nos pays pour ce qui est de l'agriculture biologique. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer de révéler ce potentiel. Alors, si nous le faisons, ça peut nous permettre effectivement d'avoir une bonne compréhension de ce processus-là. Ça, c'est un élément. Maintenant, la valorisation par les consommateurs, ça, c'est également un élément important qu'il faudrait chercher à connaître. Parce que lorsqu'on parle de marché, donc il est bon de savoir quel est le niveau de valorisation des consommateurs et essayer de voir dans quelle mesure ça rentre avec les coûts de production et également en dégager le potentiel de marché. Parce qu'une fois qu'on a ce niveau de valorisation, également qu'on a ce potentiel de marché, si on voit que c'est très peu exploité, alors là, ça peut permettre vraiment d'envisager des politiques de promotion de l'agriculture biologique. Alors là, c'est tout un ensemble de contributions que nous envisageons dans le cadre de ce travail. Une minute. Voilà. Maintenant, quels sont les objectifs que nous poursuivons dans le cadre de ce travail-là? Qu'est-ce que ce travail se propose de faire? D'abord, nous voulons analyser les attitudes des consommateurs à l'égard des produits bio. Quel est le niveau d'information, de connaissance, de sensibilisation de ces produits et quel est le souci par rapport à la qualité sanitaire des produits qu'ils consomment. Ça, c'est quelque chose que nous voulons révéler dans le cadre de ce travail-là. Et également, on veut voir quels sont les consentements à payer une prime de qualité. Donc, comme on a dit, avec l'agriculture biologique, vous avez des produits plus sains et le coût de production étant plus élevé. Cela veut dire que ce supplément de qualité, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer un prix relativement plus élevé comparé aux produits conventionnels? Maintenant, ce différentiel de prix, on va tout simplement l'appeler la prime de qualité. Vous avez un produit qui arrive avec une qualité améliorée. Maintenant, est-ce que ce supplément de qualité, les consommateurs sont prêts à payer pour ce supplément-là? Et si oui, à quel niveau? Ensuite, on va analyser les facteurs explicatifs de la valorisation monétaire, c'est-à-dire on ne s'attend pas à ce que les individus aient des schémas de valorisation identiques. Peut-être certains valorisent plus que d'autres. Maintenant, la question à savoir, c'est pourquoi certains valorisent plus que d'autres? C'est dû à quoi? D'accord? Donc, si on parvient à connaître cela, je crois que ça va donner une idée très claire du profil de la demande. Maintenant, pour ce qui est de la méthodologie, donc là, nous allons utiliser une méthode d'évaluation contingente qui est très connue dans le cadre de la valorisation des produits, souvent qui ne sont pas suffisamment pris en charge par le marché. Maintenant, ce que nous allons adopter ici, c'est, en fait, l'idée c'est quoi là? C'est que vous venez par exemple vous présenter le produit
avec des caractéristiques spécifiques définies par les états de la nature, ce qu'on appelle le bien contingent. Et là, vous dites au consommateur, par exemple, est-ce qu'il est prêt à payer, combien il est prêt à payer. Maintenant, cette question du prix que vous proposez, vous le faites sous format de question fermée. C'est-à-dire, ce n'est pas question ouverte. Vous venez vous dire combien vous êtes prêt à payer. Non. Proposez-lui une prime. Dites-lui, par exemple, voici une prime de 100 francs. Est-ce que vous êtes prêt à payer cette prime de 100 francs? Alors, la question est ferme. Donc, si on amène la question fermée plutôt que la question ouverte, c'est pour éviter le biais hypothétique. Cela veut dire que les individus ne sont pas suffisamment familiers à ces mécanismes de valorisation. Si vous voulez dire à quelqu'un combien vous êtes prêt à payer, donc peut-être qu'il n'a pas de référentiel exact pour pouvoir révéler exactement sa valeur interne. Alors, puisqu'il ne peut pas sortir sa valeur, donc là, vous allez l'aider en lui proposant des prix, il va dire oui ou non, etc. Maintenant, le format qu'on va amener également, c'est un choix tout. C'est-à-dire, vous venez vous dites, est-ce que vous êtes prêt à payer 100? S'il dit oui, amenez une deuxième offre de prix. S'il dit oui, pardon, amenez un prix plus élevé. Est-ce que vous êtes prêt à payer 200? Maintenant, si vous dites que est-ce que vous êtes prêt à payer 100 francs, ça c'est le premier prix, la première offre. S'il dit non, alors proposez une offre inférieure, c'est-à-dire 50. S'il dit oui ou non, donc là au moins vous avez fait deux offres. Alors le fait que vous ayez deux offres et des réponses qui vont avec, alors ce qu'on appelle le choix double. Ça c'est une des méthodes quand même très importantes dans le cadre de valorisation des biens. Maintenant, ce qu'on leur demande de faire ici, c'est de valoriser le produit. Mais cette valorisation, c'est surtout la prime de qualité. Cela veut dire, on le dit que le prix de ce bien conventionnel, par exemple de la tomate conventionnelle, par exemple, le kilo, c'est 300. Maintenant, nous proposons la même tomate, mais de qualité améliorée à travers le processus biologique, une tomate organique. Et maintenant, le supplément de qualité, est-ce que vous êtes prêt à payer, par exemple, sur les 300, là, êtes-vous prêt à ajouter peut-être 100 francs de plus ou bien 150 francs de plus qui correspond à l'augmentation de la qualité? Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas tellement le prix total de ce produit bio, mais plutôt le supplément de prix par rapport à l'agriculture, au produit conventionnel. Et ce supplément, maintenant, ce qu'on appelle la prime de qualité. Maintenant, une fois qu'on a vraiment nos questions et nos réponses là, maintenant, il s'agit de voir qu'est-ce qui pourrait expliquer le choix d'un individu à payer cette prime-là. Et là, on va partir de ce qu'on appelle le modèle d'utilité aléatoire, donc développé par McFadden depuis les années 70, mais que Hahnemann a utilisé pour l'appliquer dans le cadre de la valorisation de ces biens-là, dans le cadre effectivement de la méthode d'évaluation contingente. Alors là, la méthode d'utilité aléatoire, donc vous avez la forme fonctionnelle qui est là. Ça veut dire que vous avez l'utilité de l'individu I pour ce qui est de la situation J, par exemple. Donc, son utilité indirecte, hein, donc va dépendre tout simplement de son revenu, des caractéristiques du bien contingent, mais également de ses caractéristiques individuelles. Et vous avez une partie qui est aléatoire. C'est pour ça qu'on parle de modèle d'utilité aléatoire. Maintenant, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on a tout simplement une fonction qui est additive. Donc, ça veut dire que vous avez une partie qui est déterministique et vous avez une partie qui est aléatoire. D'accord? Maintenant, l'individu qui décide de payer cette prime le fera lorsque l'utilité qu'il tire avec ce nouveau bien est supérieure à l'utilité initiale qui correspond au bien conventionnel. Donc, si l'utilité que vous tirez de l'agriculture conventionnelle après le paiement de cette prime-là, parce que là, vous allez perdre en revenu. D'accord? Parce qu'une partie est utilisée pour acheter le bien-là. Donc, si vous payez ce prix additionnel, cette prime additionnelle, alors l'utilité que vous en tirez, il faut que l'utilité soit supérieure à l'utilité initiale. Si tel est le cas, alors notre individu sera effectivement prêt à payer cette prime-là. Donc ça, c'est un élément important qui renseigne sur le cadre logique d'analyse de ces valorisations individuelles. Maintenant, puisqu'on a deux questions qu'on pose aux individus, est-ce que vous êtes prêt à payer la prime 1? Il dit oui ou non. Maintenant, selon la réponse donnée, on va maintenant offrir un second prix qui peut être supérieur ou inférieur selon la réponse qui est donnée. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir 4 combinaisons de réponses à ces deux questions-là. Donc, ici, la première, c'est que lorsque l'individu dit oui à la première question et oui à la seconde question. Ou bien l'individu dit oui à la première question et non à la seconde question. Ou bien l'individu qui refuse la première offre mais qui accepte la seconde offre. Ou bien l'individu qui refuse toutes les deux offres à la fois. Alors, à partir de là, on peut voir quelles sont les probabilités d'avoir ces schémas de réponse-là. Par exemple, la probabilité d'avoir oui pour les deux questions, donc là, c'est la fonction de densité de la loi de probabilité, de la loi normale.
Parce que là, on fait l'hypothèse que notre terme d'erreur qui est là, donc suit effectivement une loi normale. Donc, ce qui permet donc, dans le cas des analyses, d'amener les fonctions probiles, par exemple, les modèles probiles. Donc maintenant, une fois que vous avez spécifié vos probabilités, alors vous définissez votre fonction de vraisemblance, où les paramètres seront alpha, bêta, sigma, donc pour avoir une idée de la distribution. Et c'est une fonction qui est conditionnelle donc, aux revenus, aux caractéristiques individuelles, mais également les prix qui sont proposés. Maintenant, une fois que vous avez une fonction de vraisemblance qui est non linéaire ici, vous prenez le logarithme donc pour linéariser. Ensuite, vous allez tout simplement maximiser. Donc, vous cherchez les valeurs des paramètres qui maximisent cette fonction-là. Alors là, ça vous donne les estimations effectivement de notre modèle, qu'on va le voir un peu plus tard. Donc, ça, c'est la méthodologie que nous utilisons, présentée de façon relativement très simple. Maintenant, pour ce qui est des données, donc là, c'est des enquêtes qui ont été réalisées entre février et mai 2019 à Dakar. Donc, Dakar qui compte 4 départements. Bon, maintenant, il y a un 5e département qui arrive. Mais ça, c'est des choix politiques. Là. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'est Kër Massar. Là. Mais les 4 qu'on avait utilisés, c'était les départements de Dakar, de Rufisque, de Guédiawaye et de Pikine. Donc, on a recruté, si vous voulez, des enquêteurs qui sont allés maintenant au niveau de ces 4 départements pour faire l'enquête-là. Donc, ça, c'est des enquêtes qui sont faites chaque mois, donc une fois par mois. Donc, pendant au mois de février, on le dit, voilà, allez-y, faites l'enquête là, un week-end. Ensuite, le mois de mars, on le dit, allez-y encore là. Parce que l'idée d'avoir cet étalement dans le temps, c'est que les prix, on va le voir, parce que les prix des biens, les prix des produits conventionnels, c'est des prix qui rentrent dans la modélisation. Ça veut dire que les produits les plus chers, c'est que c'est les produits qui commandent des primes relativement plus élevées. Donc ça, c'est un aspect qu'on a voulu tester dans le cadre de notre modèle, donc ce qui nous a permis effectivement d'étaler notre enquête là. Donc là, ça permet d'avoir, parce que l'offre varie suivant les saisons, d'accord. Par exemple, février, il y a très peu d'oignons, parce que les stocks de l'oignon étranger qui est en fait sur le territoire. Donc c'est un stock qui s'épuise parce que les marchés sont fermés depuis décembre. Donc ça veut dire que lorsqu'on arrive vers février, le stock est presque fini, mais l'oignon local n'est pas encore arrivé à maturité. Souvent vers fin février que vous allez avoir les premiers oignons, généralement qui proviennent du nord, Fouta et Podor par exemple. Et ensuite, début mars maintenant, vous avez l'oignon de la vallée l'oignon de la zone des Niayes qui arrive sur le marché. Là. Donc, cela veut dire que vous verrez qu'au fur et à mesure que le marché est ravitaillé en produits, vous avez effectivement cette offre qui augmente presque jour après jour. Donc, cela veut dire que les prix ont tendance à s'effondrer. Donc, on a voulu capter ce mouvement de prix par rapport à la disponibilité relative du produit pour voir dans quelle mesure ça pourrait influencer le schéma de valorisation des produits. Donc, au finish, on a pu enquêter 423 individus. Donc, ils sont vraiment représentatifs de Dakar. Maintenant, les questions qu'on leur a posées tournent autour d'un questionnaire relativement standard. Là, vous verrez que la plupart des évaluations contingentes ici ont cette structuration en 3 parties. Donc, la première partie présente le scénario hypothétique. Donc, là, on va le présenter le bien contingent. Le bien contingent, c'est le produit biologique et il faut décrire maintenant les états de la nature, comme on dit. Ça, c'est dans le jargon économique. Là. Ça veut dire qu'il faut le dire, voici par exemple le produit, voici ses caractéristiques. Et on le propose ces caractéristiques de façon relativement très claire. Maintenant, une fois que ce scénario hypothétique est relativement très clair, maintenant on le dit, voilà, combien vous êtes prêt à valoriser ce produit donné. Maintenant, ce qu'on a fait, on a amené 3 offres initiales de prix. D'accord. N'oubliez pas qu'il y a 2 offres qu'on leur fait. Hein. On leur propose un premier prix. S'ils disent oui ou non, ensuite on leur amène un second prix. Mais le prix initial ne doit pas être unique. Parce que si vous le faites, vous aurez ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Par exemple, si vous dites que je vais par exemple suggérer un prix de 150, pourquoi 150? Pourquoi pas 300? Pourquoi pas 600, etc. Donc, c'est pour éviter ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Donc, du moment que vous ne connaissez pas ce schéma initial-là, alors là, il faut faire varier le prix initial. Et là, on a pris 150, 200, 300. Ça, c'est la prime. Donc, il faut vraiment que vous voyez cette différence-là. C'est pas tellement, par exemple, on le dit, le kilo d'oignon, par exemple, conventionnel actuellement sur le marché, c'est par exemple 250. Maintenant, on nous dit que si cet oignon était produit de façon biologique avec une qualité sanitaire améliorée, est-ce que vous êtes prêt à ajouter sur les 250 le prix actuel du marché 150 francs de façon à pouvoir l'acheter à 400 francs?
D'accord? Donc, on leur demande ce supplément de prix qu'ils sont prêts à mettre sur le produit. Donc, on essaie donc de varier ces trois-là, suivant les produits, mais également suivant les individus, pour éviter les biais d'ancrage. Maintenant, si nous proposons à l'individu, par exemple, est-ce qu'il est prêt à payer 150? S'il dit oui, alors là, on va ajouter 100, parce que l'ajout ou bien le retrait, c'est 100 francs. Alors, on lui dit, est-ce que vous êtes prêt à payer 150? S'il dit oui, on lui dit, qu'en est-il de 250? Si on lui propose 150 et il dit non, on lui dit, qu'en est-il de 50? Maintenant, l'individu à qui on a proposé 200, on lui dit, s'il dit oui, on lui propose 300. S'il dit non, on lui propose 100, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, notre enquête là, bon, n'a pas été, je veux dire, très ambitieuse parce que là, on n'a pas eu les moyens. Bon, là, je rappelle que c'est les moyens personnels. Hein. Bon, en fait, j'ai impliqué une étudiante même qui devait travailler dans ce contexte-là pour ce qui est de son mémoire de master. Donc, on a pu discuter par rapport à ce thème-là. Maintenant, lorsqu'il s'agit de faire l'enquête, bon, je lui ai demandé quand même de contribuer. Hein. Donc, on a eu 4 enquêteurs et un statisticien. Donc, les enquêteurs, je crois, bon, chaque mois, ça nous revenait à combien là? Je ne me rappelle plus, peut-être 80 000, je crois, ou 90 000. Donc, ils contribuaient à hauteur de 10 000. Moi, je faisais le reste. Donc, voilà, on a pu avoir effectivement cela. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir une couverture territoriale parce que les ressources étaient vraiment limitées. Mais également, on ne pouvait pas couvrir voilà, tout l'éventail de produits biologiques. Parce que là, vous voyez qu'on a pris les légumes, mais ce n'est pas tous les légumes même qui ont été utilisés. Il y a les céréales aussi. Donc, tout ça, les fruits aussi. Donc, tout ça, on ne les a pas utilisés. On a pu s'intéresser uniquement à ces 4 produits. Donc, l'oignon, la carotte, la pomme de terre, mais également la tomate dans ces deux variétés, tomate cerise et tomate cerise qui est beaucoup plus petite. Hein, et tomate salade, bon, là, vous connaissez, je crois, surtout nos dames. Voilà, donc on s'est intéressé uniquement à ces 4-là. Vous verrez qu'en termes de perspective de recherche, on pourrait envisager peut-être plus de produits, mais également aller hors de Dakar et s'intéresser peut-être à tout le pays. Donc ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, c'est de prendre les caractéristiques des produits. Hein, désolé. D'abord, on s'intéresse aux prix conventionnels. D'accord? Pour ces 4 produits, quels sont les prix conventionnels? Ça, on va essayer de les avoir. Mais également les caractéristiques individuelles. Et là, ça permet de voir, par exemple, pourquoi certains individus sont prêts à accepter les primes qu'on leur propose et d'autres non. Et là, on va voir en quoi ça varie suivant le genre, l'âge, le revenu, le niveau d'éducation, l'emploi, les attitudes qu'ils ont vis-à-vis des produits bio, mais également les caractéristiques. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse descriptive de nos données, d'abord, qu'en est-il des attitudes et préférences à l'égard des produits bio? Donc là, ce qu'on a pu extraire, c'est 3 éléments importants. Donc le premier, c'est est-ce que les individus se soucient de la santé ou bien de la qualité des produits? Là, vous verrez que c'est effectivement le cas. On a presque 100% des individus qui disent se soucier de la qualité sanitaire des produits qu'ils consomment. Donc ils veulent vraiment manger sain. D'accord? Donc il y a très peu d'individus qui disent non. Hein? Donc 98%, presque 100%. Maintenant, si vous demandez aux individus, est-ce qu'ils sont sensibilisés, est-ce qu'ils connaissent les initiatives en matière d'agriculture biologique, est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? Alors là, vous verrez que moins de la moitié vous diront non. Donc, environ 4 individus sur 10, ou bien 2 individus sur 5, donc 40,5%, se disent suffisamment sensibilisés et informés de l'agriculture biologique et de ses bénéfices, etc. Ensuite, à la question de savoir, est-ce que vous consommez actuellement les produits biologiques ou organiques? Vous verrez qu'il n'y a que 18% qui ont répondu par oui. Donc, ça veut dire que moins d'un individu sur 5 consomme actuellement des produits bio. Et ce qui est intéressant, bon, on ne l'a pas montré ici, c'est que vous avez une proportion relativement d'individus qui dit qu'ils ne savent même pas s'ils consomment la culture biologique ou pas. D'accord? Donc, il y a 18% qui disent oui. Je crois que la proportion doit être dans les 30% environ. Donc, 30%, donc près d'un tiers, dit qu'ils ne savent même pas s'ils consomment la culture biologique, en fait, les produits biologiques ou pas. Maintenant, ces chiffres-là, on a essayé de les casser suivant les caractéristiques. Hein. Par exemple, pour ce qui est du genre, bon, si nous prenons par exemple la consommation, là, vous verrez que les hommes ont tendance à consommer plus que les femmes. Vous verrez que les adultes ont tendance à consommer plus que les jeunes. Ceux qui ont un niveau d'éducation plus élevé ont tendance à consommer plus que les moins éduqués, les non éduqués du tout. Ceux qui disposent d'un revenu relativement très élevé, c'est-à-dire plus de 200 000 francs le mois en termes de revenus, donc ont tendance à consommer plus que les autres. Donc 50,6% contre seulement 8% ou 9%.
pour ceux qui ont un revenu faible ou pas de revenu. Donc, ça veut dire que vous avez ces attitudes de façon globale, mais également les variations à l'échelle individuelle. D'accord? Quels sont ceux qui se soucient le plus ou pas? Quels sont ceux qui sont plus sensibilisés? Quels sont, par exemple, ceux qui en consomment ou pas? D'accord? Donc, ça, c'est des aspects quand même importants qu'il faut savoir avant de se lancer dans les analyses économiques. Maintenant, un autre élément important, c'est les réponses qui ont été données. Alors là, ça nous permet d'avoir une certaine idée de la valorisation individuelle. Désolé, hein, c'est un peu en anglais, là, parce que je l'ai tiré directement du document. Et j'ai modifié un peu. Hein. Maintenant, ce que je voulais que vous compreniez, c'est les ennemis, vous leur proposez un prix, donc une prime. C'est-à-dire, comme on avait dit, hein, 150, 200 et 300. D'accord? Maintenant, à partir de là, les ennemis vont dire oui à la première question, mais oui à la seconde question. Donc, ça, c'est lorsque vous avez cette combinaison des réponses favorables pour les deux questions-là. Alors, ce sont les individus maintenant, dans cette catégorie, qui ont des niveaux de valorisation plus élevés. Donc, si vous dites à quelqu'un, est-ce que vous êtes prêt à payer 300, il dit oui. Ensuite, vous dites, est-ce que vous êtes prêt à payer 400, il dit oui. Ça veut dire que la valeur qu'il attribue est supérieure à 400. Maintenant, l'individu à qui vous dites, est-ce que vous êtes prêt à payer, par exemple, 300, il dit non. Vous dites, est-ce que vous êtes prêt à payer 200, il dit non. Ça veut dire que la valeur qu'il attribue à ces produits, cette prime-là, si vous voulez, c'est inférieur à 200. Donc là, vous aurez des valeurs inférieures à 200, mais là, vous aurez des valeurs qui sont supérieures à 200. Ça veut dire qu'à droite, vous avez des valorisations plus élevées et à gauche, vous avez des niveaux de valorisation relativement très faibles. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont ces individus-là qui ont des niveaux de valorisation élevés et quels sont les individus qui ont des niveaux de valorisation faibles. Maintenant, quelques éléments quand même qui sont importants ici. Par exemple, regardez le genre qui est là. Donc, 1, c'est pour les hommes et 0, c'est pour les femmes. Donc, regardez. On retrouve par exemple 63% d'hommes dans la catégorie de ceux qui valorisent plus. Et maintenant, la différence, c'est les femmes. Et chez les hommes, en fait, pour les non, les hommes sont inférieurs. La proportion d'hommes est inférieure. Cela veut dire que ce que le travail révèle, c'est que les hommes ont tendance à valoriser plus. D'accord? C'est ce que ça veut dire ici. Maintenant, ça, c'est une statistique descriptive qu'on pourrait maintenant essayer de tester plus tard. Regardez le revenu ici. Donc, les riches, donc considérés comme ceux qui ont un revenu supérieur ou égal à 200 000 francs CFA le mois. Donc, pour ceux qui valorisent, là, on a 23%. Maintenant, ceux qui donnent des schémas de valorisation relativement faibles, les riches représentent uniquement 4%. Donc, ça veut dire que lorsque le revenu augmente, les gens ont tendance à valoriser davantage. D'accord? Donc, ça, c'est un élément quand même relativement important. Voilà, on peut même en parler pour les autres. Donc, on a essayé de voir comment les valorisations faibles ou élevées varient suivant les proportions, suivant les caractéristiques de ces individus. Alors là, ça peut aider, si vous voulez, dans la modélisation. Ce sont en définitive les variables qu'il faut mettre dans le modèle. D'accord? Donc, ça, c'est quand même un élément important qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, nous allons passer à la valorisation, à l'évaluation. Donc, ce que le modèle révèle ici, c'est que vous avez ici le prix, en fait, vous avez ces produits-là, donc l'oignon, la pomme de terre, carottes, tomates cerises, tomates, salade, et vous avez la moyenne. Donc, ça, c'est le prix qu'on a tiré du marché là, au moment de faire les enquêtes. Là. On fait la moyenne. Parce que le prix change. Hein. Mois après mois, le prix change. On a 4 mois. Hein. Donc, ça veut dire que quand vous avez le prix au moment de faire l'enquête, on va chercher le prix. Le mois suivant, au moment de faire l'enquête, on cherche le prix. Ensuite, on va déterminer la moyenne. Ça veut dire que le kilogramme d'oignon conventionnel, c'était 436 francs en moyenne. Pour la pomme de terre, c'est 484. Pour la carotte, etc. Là. Ça veut dire que maintenant, le prix moins, bon, j'ai pris la moyenne simple, hein, pas pondérée. Là. Donc, c'est 419 francs. Maintenant, au même moment, rappelez-vous qu'on a des soutiens en matière de commercialisation des produits bio. Donc, il y a une demande qui est là. Et les prix, maintenant, sont affichés. Alors là, on cherche l'information. Là. Et maintenant, regardez pour l'oignon ici. Donc, le prix du kilogramme d'oignon conventionnel, c'est 436 en moins. Maintenant, pour l'oignon organique, c'est 450. Donc, vous voyez qu'en général, le produit organique est relativement plus cher que le produit conventionnel. D'accord? Et donc, pour le produit conventionnel, le prix moins, c'est 419. Mais pour le produit organique, le prix moins, c'est 510. Donc, on a une différence d'environ 100. Ça veut dire que c'est presque combien là? 1 sur
un quart, hein, d'accord, donc produits organiques à un prix beaucoup plus élevé, à hauteur de 25% de plus. D'accord. Maintenant, là, on demande aux élus maintenant quels sont vos consentements à payer cette prime-là. Et vous voyez que la prime moyenne que les élus sont prêts à payer, c'est 222,2 francs CFA. D'accord. Donc, on leur propose de payer une prime additionnelle correspondant à la qualité. Alors là, la prime moyenne, c'est 222. Maintenant, ça varie suivant les produits. Hein. Maintenant, cette prime de 222, combien représente-t-elle par rapport au prix de l'agriculture conventionnelle? Donc, n'oubliez pas combien on le dit, par exemple, voici le prix de du produit conventionnel. Maintenant, on vous amène le produit bio. Est-ce que vous êtes prêt à payer un plus? Alors, le plus qu'ils sont prêts à payer sur les 419, c'est 222,2, c'est-à-dire 53%. Donc, ça veut dire que sur les 419, ils sont prêts à ajouter 53%, donc les 222 là. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer plus de la moitié du prix actuel pour pouvoir obtenir l'agriculture biologique. C'est ça leur valorisation de cette produit. D'accord? Maintenant, si vous ajoutez les 53 ici, par exemple, ce prix-là, la prime au prix de marché, ça vous donne le prix de l'agriculture biologique qui est 641. C'est-à-dire, en moyenne, si le prix conventionnel est 419, les consommateurs sont prêts à payer pour le produit bio à hauteur de 641 francs. D'accord? Donc là, ça leur donne effectivement un prix beaucoup plus élevé. Là. Maintenant, si vous regardez ce gap-là entre la valorisation totale et le prix du produit organique actuellement sur le marché, vous verrez qu'il y a une différence. Les consommateurs sont prêts à payer 641 francs le kilogramme pour le produit bio. Mais le marché du bio ne demande qu'un prix de 510 francs. Ça veut dire que l'agriculture biologique sous-évalue les produits biologiques. D'accord? Actuellement, le prix de le produit qui demande sur le marché 510, mais le consommateur a un prix de réserve de 641. Alors, ça veut dire un gap de 25%. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux valeurs-là. Les consommateurs sont prêts à payer une prime équivalente à 53% du prix de l'agriculture conventionnelle, du prix de marché conventionnel, pour avoir le produit bio. Mais si nous regardons comment le marché biologique valorise ces produits, on se rend compte qu'il y a un gap entre le prix de marché et ce que les individus sont prêts à payer, et ce gap est de 25%. Donc, ce sont les deux chiffres qu'il faut retenir. Comme on dit en anglais, take away message. C'est-à-dire, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir de ce travail-là, à mon sens, ce sont ces deux chiffres-là. D'accord? Donc, la prime s'élève à 53%. Et le marché du bio sous-évalue le produit biologique à hauteur de 25%. D'accord? Maintenant, ce chiffre-là est quand même relativement très élevé, hein, parce que quand vous regardez la littérature, généralement, ça tourne autour de 20 à 30%. Mais chez nous, c'est beaucoup plus élevé. Bon, dans certains pays, comme les pays du Nord, souvent, ça paraît un peu plus élevé que ça. Hein. Par exemple, je crois avoir vu quelque part pour le marché américain qu'on est dans les 47%. Donc, on n'est pas loin de ça. Ça veut dire 53% est relativement très élevé. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? À mon sens, le fait qu'on soit à Dakar, avec généralement des populations qui ont des niveaux de vie relativement très élevés, comparé par exemple aux populations des autres villes ou des villages, cela pourrait expliquer effectivement pourquoi on a ce niveau de valorisation relativement plus élevé. Mais ça pourrait expliquer par le fait que peut-être que le scénario contingent a été bien explicité aux consommateurs et qu'ils ont bien compris le sens des enjeux en la matière de santé publique, de santé animale, de biodiversité, de durabilité des systèmes de production. Donc, je crois que si vous faites un bon travail pour les sensibiliser, alors là, ils sont prêts à payer à ce niveau un peu plus élevé. Maintenant, il y a un problème qui arrive aussi, c'est le problème de crédibilité même. Parce que si les gens vous disent que voilà, bon, actuellement c'est 400, mais moi je suis prêt à payer jusqu'à 600, bon, maintenant, est-ce que c'est réellement plausible là? Parce que souvent les gens pourraient avoir tendance, si vous voulez, à surenchérir sans pouvoir faire référence à leur capacité de paiement ou bien à leurs préférences actuelles. Mais dans tous les cas, pour éviter cela, le problème de crédibilité des réponses, donc ce qu'on demande de faire, c'est d'avoir une explication très détaillée des schémas, en fait, du scénario hypothétique, et puis les pousser, si vous voulez, à valoriser davantage les produits de façon à refléter leurs préférences intérieures.
Donc, ce qui veut dire que ça, c'est un chiffre qu'on va garder. Peut-être que si on généralise à toute la population, on va intégrer peut-être même d'autres profils de revenus et de pouvoir d'achat. Peut-être qu'on va se rapprocher de ce chiffre vers le bas, à savoir la moyenne de 20 à 30%. Maintenant, on ne s'attend pas à ce que tout le monde valorise les produits de la même façon. Donc, certains, par exemple, pourraient avoir des niveaux de valorisation relativement plus élevés. Alors, la première question qu'on se pose ici, c'est est-ce que on a une différence de prime entre les produits? Et ici, la réponse est non. D'accord? Parce que là, on a, si vous regardez les 4 premières lignes ici, ça, c'est les produits. Et le produit qu'on a pris comme référence, c'est l'oignon. Et là, vous verrez que la différence de chacun de ces produits par rapport à l'oignon n'est pas significative. Cela veut dire que les élus ont tendance à offrir une prime, mais cette prime maintenant ne varie pas suivant les produits. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut retenir ici. Maintenant, autre chose, c'est si vous regardez le prix conventionnel ici, on a un effet qui est significatif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le bien qui est relativement plus cher, c'est un bien pour lequel les individus sont prêts à payer des primes relativement plus élevées. D'accord? Parce qu'effectivement, si vous achetez un bien qui est relativement très cher et ça vous coûte beaucoup plus d'argent, vous aimeriez que ces produits soient de qualité relativement plus élevée. En fait, vous êtes plus regardant de la qualité. Comparé par exemple à un produit qui vous est revenu peut-être à 50 francs ou bien à 100 francs, etc. Donc, si vous comparez à un produit qui vous revient peut-être à 1000 francs. Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas que, en fait, la perte associée à 1000 francs est beaucoup plus élevée que la perte associée peut-être à 50 francs, etc. Donc, ce qui pourrait l'expliquer là. Maintenant, ceux qui se soucient de la qualité ont tendance à valoriser davantage. Ceux qui en consomment aussi valorisent davantage comparé à ceux qui n'en consomment pas. Et là où ça devient intéressant, c'est le genre. Donc, un, c'est pour les hommes, zéro pour les femmes. On a un coefficient qui est négatif et significatif ici. Ça veut dire que les femmes ont tendance à valoriser davantage les produits de l'agriculture biologique que les hommes. Bon, ici, l'explication qu'on propose, c'est que généralement, les femmes sont plus en contact avec ces produits que les hommes. Parce que quand vous regardez un peu la répartition culturelle, socio-culturelle, un peu des charges familiales suivant le genre, vous verrez que souvent, c'est les femmes qui s'occupent de tout ce qui est cuisson, marché, etc. Donc, ça veut dire que les femmes sont à la première ligne, si vous voulez, lorsqu'il s'agit d'acquérir ces produits-là. Donc, ça veut dire qu'elles ont donc ce niveau de sensibilité relativement plus élevé. Donc, elles sont chargées de nourrir, si vous voulez, les membres du ménage. Donc, ça veut dire que leur santé, elles semblent être relativement plus intéressées par leur santé que les autres. Au moins plus sensibles. Quoi. Maintenant, ce qu'on a constaté d'autre, c'est que pour ce qui est de l'âge, on a un effet qui est négatif. Cela veut dire que les adultes valorisent moins que les, gens, que les jeunes. Ça veut dire que les jeunes ont tendance à valoriser plus les produits bio que les adultes. Ici, l'explication qu'on donne, c'est que quand on amène ces produits, c'est des produits nouveaux. Donc, c'est une nouveauté qu'on amène dans les schémas d'alimentation et de consommation des populations. Alors, nous disons que les vieux, les adultes, par exemple, ont des schémas de consommation qui sont relativement figés. C'est des choses qu'ils consomment depuis je ne sais pas combien d'années. Maintenant, quand vous leur demandez de venir changer, ils sont souvent plus réfractaires au changement parce qu'ils ont des habitudes quand même qui sont très solidement ancrées. Alors que les jeunes, souvent, ont cet esprit d'ouverture, n'ont pas tellement d'ancrage, je veux dire, en termes nutritionnels. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus ouverts à ces nouveaux produits qui arrivent comparé aux adultes. Autre chose aussi, c'est que pour les éduquer, ceux qui sont éduqués, plus éduqués ont tendance à valoriser plus. Bon, là, c'est un peu normal, hein, parce que souvent, le niveau d'éducation élevé vous prédispose, si vous voulez, vous donne des prédispositions mentales, intellectuelles pour pouvoir être plus réceptif à ce message dans l'agriculture biologique. Comparé peut-être à celui qui n'est pas éduqué, qui n'est pas aussi sensible à ça. Ensuite, un autre élément important, c'est le revenu. Et là, nous voyons qu'effectivement, que ceux qui disposent de revenus relativement plus élevés ont tendance à valoriser plus, donc sont prêts à payer des primes relativement plus élevées. Donc ça, c'est un peu normal. Hein. Ça, c'est le schéma conventionnel de consommation qui fait que le revenu a un effet positif sur la consommation. Donc ça, c'est un résultat quand même très intéressant. Là. Ça veut dire que les gens qui disent que les produits bio, ça, c'est affaire de riches, là, ils ont en partie raison ici. Parce que les gens qui sont relativement riches, qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, sont plus conscients maintenant de la qualité sanitaire des produits qu'ils consomment. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez que les gens maintenant consomment l'agriculture biologique, augmenter le revenu, toute chose étant égale pareil. Et que si le revenu augmente, donc c'est les gens qui vont en consommer naturellement. Parce que maintenant, ils considèrent cela comme un bien supérieur, si vous voulez. Parce que maintenant, ils ont satisfait le besoin de consommation de base. Maintenant, ils veulent aller vers
des produits de qualité relativement plus élevés. Et ce qui peut expliquer pourquoi, par exemple, ces phénomènes sont plus développés dans les pays riches que dans les pays pauvres. Donc, l'aspect revenu ici, en fait, c'est la traduction de ce phénomène global, peut-être à l'échelle individuelle ici. Maintenant, un autre élément important, c'est que la taille du ménage ici a un effet négatif. Parce que ce que ça veut dire ici, c'est que les ménages qui sont de grande taille ont tendance à valoriser moins. Et là, ça peut se comprendre aussi, hein, parce que c'est des produits qui sont relativement plus chers. Donc, ça veut dire que si la taille du ménage augmente, les dépenses de consommation augmentent. Maintenant, s'il faut augmenter le prix des biens de consommation, ça veut dire que la charge de consommation va augmenter davantage. Donc, ça va décourager, si vous voulez, la consommation ici. Donc, souvent, les ménages de petite taille ont tendance à valoriser, à consommer plus, parce que ça, c'est le supplément de dépenses qu'ils peuvent effectivement faire. Alors que les ménages de grande taille, ce supplément de dépenses pourrait être relativement très important face à le niveau de revenus relativement très faible. Maintenant, un résultat qui nous a surpris, c'est que généralement, les ménages qui sont sensibles à ces questions de valorisation, à ces questions, par exemple, de santé ou bien de qualité des produits, souvent, ils le font en ayant en tête peut-être la santé des enfants, en particulier les enfants de moins de 5 ans. Donc là, on s'attend à ce que la présence d'enfants puisse éveiller les consciences vis-à-vis, si vous voulez, de la qualité des produits qu'on leur donne. Mais on a constaté le contraire ici, c'est-à-dire si la proportion d'enfants de plus de 5 ans augmente dans le ménage, le niveau de valorisation baisse. Mais ça, on peut le lier, si vous voulez, à l'effet taille du ménage aussi. Ça veut dire que si la proportion d'enfants augmente, et on sait que les enfants en général demandent beaucoup plus de charges en termes de dépenses de consommation. Donc là également, on amène l'argument de dépenses de consommation qui augmente, qui fait qu'effectivement, les ménages sont moins enclins à pouvoir augmenter les dépenses de consommation. Donc voici tout un ensemble de facteurs qui expliquent les schémas de valorisation individuelle, pourquoi certains sont prêts à donner des prix relativement plus élevés que d'autres. Maintenant, en termes de conclusion, donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a une faible popularité des produits bio auprès des consommateurs dans nos produits. Donc, c'est des produits qui ne sont pas suffisamment connus, non seulement des producteurs, mais également des consommateurs. Ça, c'est ressorti de l'étude, parce que rappelez-vous le chiffre, il n'y a que 40% qui sont, en fait, qui sont informés des initiatives bio et qui savent de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, qui sort de l'étude. Mais également, la valorisation. On a pu montrer que les individus, quand même, valorisent les produits bio, valorisent la qualité sanitaire des produits et sont prêts maintenant à payer une prime correspondante, donc qui est de 53%. Donc ce chiffre-là, il faut vraiment le retenir, d'accord, par rapport au prix conventionnel. Mais également, ce qu'on a pu constater, c'est que le marché du bio a tendance à sous-évaluer les produits. Et rappelez-vous le second chiffre important qu'on a, les 25%. Ça veut dire que les consommateurs, si vous allez sur le marché du bio, le produit, par exemple, est vendu à 100 francs le kilogramme, mais le consommateur est prêt à payer 125 francs. Donc, ça veut dire qu'on a une sous-évaluation qui n'exploite pas tout le potentiel de préférence des consommateurs. Maintenant, du moment qu'on a cette marge relativement très importante, cela veut dire qu'on a vraiment un potentiel relativement important pour cette agriculture biologique-là. Maintenant, comment capter cette marge-là et promouvoir l'agriculture biologique? Donc, à part de nos résultats, première chose, on dit qu'il faut sensibiliser et informer les consommateurs, mais également les producteurs. Donc, s'il y a cette marge-là, ça veut dire que c'est des marges que les producteurs peuvent capter. C'est des marges bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'on peut sensibiliser les consommateurs, mais il faut faire de même également avec les producteurs. Maintenant, dans le cadre de la sensibilisation, surtout des consommateurs, quelles sont les cibles à privilégier? Donc, aller vers les gens qui ont tendance à donner des valeurs relativement plus élevées. Donc, comme l'étude l'a montré, c'est les jeunes par rapport aux adultes, les femmes par rapport aux hommes, les éduqués par rapport aux non-éduqués, les riches qui ont un revenu donc plus élevé par rapport aux moins riches. Et peut-être une chose qui n'apparaît pas ici, c'est qu'on se rend compte que si vous regardez, parce que c'est les 4 départements, hein, donc il y a Dakar, Pékin, Rufisque et Guédiawaye. Et on a essayé de voir maintenant, est-ce que la zone de résidence a un rôle important dans le schéma de valorisation? Et là, la réponse est oui. Hein. En fait, on n'a pas reporté cela ici, mais dans une autre série de régressions. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que ceux qui sont à Dakar et à Rufisque ont tendance à valoriser plus ces produits biologiques que ceux qui sont à Guédiawaye et Pékin. Pardon, Dakar et Pékin ont tendance à valoriser plus comparé à ceux qui sont à Guédiawaye et Rufisque. Maintenant, c'est dû à quoi? Un des éléments d'explication proposés, c'est que quand vous regardez les marchés qui sont organisés dans le cadre de la commercialisation,
c'est des marches hebdomadaires qui ont lieu en général à Dakar et un peu moins à Pékin, mais relativement très peu dans la banlieue de Rufisque ou bien de Guédiawaye. Donc ça veut dire quoi? Quand vous allez vous engager dans ces stratégies de communication pour promouvoir effectivement l'agriculture biologique et tirer le maximum de valeur, donc aller en priorité à Dakar et à Pékin, là où les schémas de valorisation sont plus intéressants. Et ensuite, dans une deuxième phase, maintenant, peut-être aller dans les autres départements peut-être qui valorisent moins. Donc, ça veut dire qu'il y aura une approche de polarisation géographique qui ferait qu'on va privilégier tel aspect à la première étape. Ensuite, l'étape suivante, maintenant, on va regarder les autres zones géographiques. Donc, ça, c'est des aspects quand même qui rentrent dans la stratégie de promotion, de sensibilisation, de communication, etc. Maintenant, le dernier point, quelles sont les perspectives de recherche là? Donc, quelqu'un qui va faire un travail similaire pourrait reprendre, si vous voulez, exactement ce que nous avons fait. Je peux partager le questionnaire, si vous voulez, avec tous les autres aspects. J'ai déjà partagé le papier. Il y a un résumé également que j'ai fait en français, que j'ai partagé dans la presse là. Donc ça, je vais partager avec vous aussi. Maintenant, si c'est un travail qu'il faudrait améliorer dans le contexte du Sénégal ici, et ça, je vais le faire peut-être plus tard là, si l'argent vient pour pouvoir supporter les frais additionnels. Là. Il faut augmenter l'éventail des produits. Donc, je me suis intéressé uniquement aux légumes et 4 légumes uniquement. Je peux m'intéresser à peut-être un ensemble beaucoup plus élargi de légumes. D'accord? Intégrer les fruits, les céréales et bien d'autres produits aussi. D'accord? Parce que s'il faut développer une stratégie nationale pour l'agriculture biologique, ce n'est pas seulement axé sur ces 4 légumes que j'ai proposés ici. Donc, il faut vraiment embrasser davantage l'éventail riche de produits agricoles biologiques qui existent dans ce pays-là. Mais également, si c'est une stratégie nationale, il faut aller au niveau du territoire national. Parce que Dakar n'est pas représentatif du Sénégal. Donc, c'est des populations qui ont des revenus relativement très élevés, des marchés relativement bien organisés. Voilà. Donc, quelqu'un demande que je partage les PowerPoint. Oui, je vais le faire. Je vais partager le lien de la vidéo. Également, le résumé en français. Là. Voilà. Donc, ça, c'est un travail qu'il faudrait envisager dans la perspective d'améliorer l'étude ou bien de faire un travail de recherche additionnel. Ça, c'est maintenant, quand il faut faire ce travail-là, pour un peu aller plus loin par rapport à ce que je viens de vous présenter, il est important de mettre en perspective les résultats que nous avons ici. Par exemple, comparer le coût de production. Par exemple, moi, j'ai donné tout simplement le côté demande. Mais il faut faire un travail maintenant du côté de l'offre. Si on a, par exemple, le coût de production. Par exemple, je vous ai dit que pour le prix actuel, la prime correspondant à la qualité additionnelle, c'est 53%. Maintenant, on pourrait faire de même du point de vue des coûts de production, parce qu'on s'est rendu compte que le coût de production du bio est plus élevé que le coût de production du conventionnel. Alors, ce supplément de coût-là, c'est combien? Alors là, on pourra comparer. On gagne sur le marché 53% de plus. Maintenant, combien on supporte en termes de coûts additionnels? Si c'est plus de 53% de plus, ça veut dire que ce n'est pas très rentable. D'accord? Parce que vous augmentez tout simplement. Ça veut dire que le profit que vous réalisez avec le bio est plus faible que le profit que vous réalisez avec le conventionnel. Alors là, pour le savoir, il faut effectivement avoir cet aspect de coût-là. Est-ce que l'agriculture biologique est rentable? Donc, première chose, comparer le supplément de prix au supplément de coût, ça vous donne la rentabilité de l'agriculture biologique. Ensuite, comparer cette rentabilité à la rentabilité de l'agriculture conventionnelle. Ça peut vous permettre d'aller dans le sens peut-être de convaincre davantage les producteurs pour leur dire qu'il y a plus de rentabilité, plus de gains à faire dans le domaine de l'agriculture biologique comparé à l'agriculture conventionnelle. Donc, ça, c'est les travaux de recherche additionnels qu'il faut envisager pour pouvoir continuer à voir encore. Voilà, donc, vous avez là le résumé du travail. Maintenant, donc là, je suis en train d'enregistrer aussi. Hein. J'ai partagé comme d'habitude. D'accord. Voilà, donc, telle est l'économie du travail. Vraiment, j'ai essayé de synthétiser le contenu. Donc, j'espère que vous avez bien saisi voilà, ce qu'on a fait, comment on l'a fait, quels sont les résultats auxquels on aboutit et quelles sont les perspectives de recherche aussi. Ça, c'est également un aspect important. Bon, peut-être j'ai oublié de vous le dire là. Bon, il y a un collègue qui est sénégalais qui travaille à l'Université de Cape Town. Donc, je lui ai proposé qu'on puisse travailler là-dessus. Bon, parce que c'est un ami, hein, un bon ami là. Donc, il a accepté qu'on puisse travailler. Donc, je l'ai mis dedans. On a partagé un peu la charge de travail. Bon, sachant que le questionnaire, c'était
c'était moi. Mais quand même, on a pu quand même travailler là-dessus. Il a amené des inputs et puis c'est un travail à deux qui est en cours de publication. On espère que ça va aboutir favorablement. Voilà, donc voici l'économie du travail. Maintenant, on ouvre pour les questions. Voilà, si vous en avez, bien sûr. Oui, quelqu'un veut parler, peut-être activez vos microphones pour poser vos questions. Oui, qui veut parler là? N'oubliez pas, vos microphones sont désactivés là. Oui, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Funti. Voilà, c'est Funti Alassane, donc doctorante à la FASEC. Professeur, je vous félicite vraiment pour cette présentation. Je ne voulais même pas prendre la parole, mais c'est parce qu'on a tardé à le faire que j'ai dit bon, d'accord. Parce que ce qui m'a interpellée, c'est plus à la fin de votre présentation parce que je trouve que l'analyse et les explications étaient très détaillées. Donc, à chaque fois que quelque chose suscitait une réflexion, il y avait déjà des éléments de réponse qui venaient m'expliciter, m'édifier. Donc, c'est à la fin, un peu, quand vous avez parlé de perspectives de recherche, parce que tout au long de la présentation, je me disais que tiens, ce serait intéressant quand même de pouvoir faire une analyse comparative entre l'agriculture classique et l'agriculture biologique en termes de coûts, parce que tout revient au coût. C'est-à-dire le fait que l'État dise que prône l'agriculture classique parce que l'autre agriculture nécessite plus de coûts dans l'immédiat, je me dis que c'est un transfert de problème et que il faut songer il faut amener l'État à comprendre que c'est pas une solution. Il faut tôt ou tard envisager une solution. Et pour moi, il faut une stratégie pour les sensibiliser, un support de communication basé sur des évidences scientifiques. Et quand je parle d'évidences scientifiques, c'est arriver à quantifier le budget, le coût lié à ces deux types d'agriculture-là. Donc, quand je parle d'agriculture classique, oui, peut-être c'est une solution dans l'immédiat. Mais qu'en est-il de l'impact côté santé, côté environnement? Si on arrive à déterminer ce coût-là et comparer avec l'autre agriculture, le coût que ça donne, comme tout retourne à des charges budgétaires, ça permettra à l'État de faire l'arbitrage de façon rationnelle et voir peut-être quelle stratégie adopter. Peut-être ce ne serait pas dans 1 an, 2 ans, mais à la longue, comment faire pour pouvoir justement rétablir l'ordre. Je dis bien rétablir l'ordre parce que pour moi, un transfert de problème, ce n'est pas régler un problème. Donc, il y a ça. Dans un autre sens aussi, je me dis que le fait de faire l'agriculture biologique juste pour une minorité de la population, c'est-à-dire peut-être la population la plus nantie, ça fera à la longue que les prix aussi peuvent varier. C'est-à-dire c'est comme si on produisait des biens de luxe. Parce qu'après, plus on consomme, il y a une minorité qui consomme, mais cette minorité-là sera dépendante à la longue. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme maintenant, les gens ont l'habitude de consommer de l'eau minérale. Oui. Donc, tu consommes. Moi, par exemple, je ne peux plus boire l'autre eau. Donc, même si le prix augmentait, je serais obligée d'acheter quand même parce que je suis devenue dépendante. Oui. Donc, à la longue, ça, c'est une solution. Si on tient compte du fait qu'on est quand même une population majoritairement pauvre. Donc, tout ça, pour moi, c'est des questions qu'il faut poser sur la table. Il faut amener les scientifiques à pouvoir produire des évidences dans ce sens et poser le débat sur la base de ces évidences scientifiques-là, amener l'État à être plus conscient de tout cela.
Merci. Oui, d'accord. Donc, je partage vos points de vue, hein, parce qu'une fois de plus, il s'agit d'un débat qui est ouvert, à mon sens. Et je crois qu'un des premiers avantages de la recherche, c'est de poser les bonnes questions sur la table. Maintenant, les points que vous soulevez, c'est des éléments qui vont rentrer effectivement dans le débat. Parce que si on va en faire un schéma général d'organisation de nos systèmes de production agricole, donc il est évident que l'ensemble des intérêts devrait être autour de la table, mais également les argumentaires doivent être mieux étayés en rapport avec beaucoup d'aspects que vous avez soulevés. Donc ici, je me suis intéressé, si vous voulez, à une partie de la rentabilité, c'est-à-dire le prix du bio que j'ai comparé au prix du conventionnel. Ça, on a le supplément de prix, mais les coûts de production devraient également être envisagés pour aller beaucoup plus loin, pour s'intéresser, si vous voulez, à la rentabilité. Maintenant, une fois qu'on a des éléments de rentabilité, ça, c'est les aspects purement économiques. Mais on sait que le système agricole va au-delà des considérations économiques, voire de marché. Donc, il y a des questions, par exemple, de santé humaine. Bon, bien que l'économiste pourra toujours proposer des chiffres qu'on pourra attacher à ces considérations de santé. Il y a également les aspects liés à la fertilité des sols. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut mettre sur la table. Donc, par rapport à la durabilité même de nos systèmes de production et de consommation agricole. Donc, je crois que le débat est ouvert. Maintenant, chacun pourra se jeter dans cette littérature naissante avec un aspect donné de la problématique. Et dans tous les cas, les résultats iront dans le sens d'enrichir le débat et guider les actions qui seront prises pour valoriser, si vous voulez, ce point important de l'agriculture dans nos pays-là. Voilà. Il y a Yahya Dien qui a levé la main. Oui, bonjour professeur, bonjour tout le monde. C'est Yahya Dien, je suis un doctorant à la FATEC. Je vous félicite pour cette présentation que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture aujourd'hui. J'ai une préoccupation majeure que j'aimerais vraiment que vous apportiez des éclaircissements par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, on constate que certes, vous avez mené votre étude dans les 4 départements qui existent déjà. Comme vous l'avez dit, il y a une perspective pour Kermassar et autres. Donc, mon souci, c'est que ces populations-là qui sont prêtes à donner une prime supplémentaire pour l'utilisation des produits bio, est-ce que le marché agricole est organisé de telle sorte que la population puisse faire une différence entre ce qui est produit bio et ce qui n'est pas produit bio? Parce que la majeure partie, quand on va dans les marchés, ceux qui vendent les produits, ce ne sont pas les producteurs. Est-ce que ces gens-là ont la capacité de certifier que le produit qu'ils vendent est bio ou pas? Parce qu'avec les commerçants d'aujourd'hui, ils vous disent que tout ce que vous voulez, je peux vous le proposer. Alors qu'ils n'ont même pas la garantie que le produit que le consommateur est en train de demander est le produit bio que ce dernier voulait acquérir. Donc, ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, on a vu que les travailleurs ou bien les producteurs qui s'intéressent à cette activité agricole-là, la production bio, elle est trop faible. Parce que vous avez cité les difficultés qu'ils rencontrent et les problèmes avec une non-implication de l'État et tout dans le système de production agricole. Mais dans ce sens-là, est-ce qu'il ne devait pas avoir beaucoup plus au niveau des politiques publiques de l'État, ne serait-ce une direction, surtout la direction de l'horticulture et tout, comme vous avez même travaillé sur les produits horticoles. Est-ce qu'il ne devait pas avoir des politiques ou bien des programmes, comme vous l'avez souligné, en termes de sensibilisation et surtout de formation et de certification de ces agriculteurs-là, afin de proposer à la population tous les produits, toute une gamme de produits qui est nécessaire à la consommation, sachant que les produits bio sont beaucoup plus efficaces et donnent une meilleure santé aux consommateurs. Merci beaucoup, professeur.
Oui, merci pour ces questions quand même très pertinentes que vous soulevez. Et ça, c'est vraiment au cœur de la problématique de l'agriculture biologique. Parce que rappelez-vous, le chiffre que j'avais donné, bon, je ne l'ai pas donné, je crois, directement, mais je l'ai dit, c'est dans le papier là. Donc, ce que l'enquête a pu révéler, c'est qu'environ près d'un tiers des individus à qui on avait posé la question de savoir est-ce que vous consommez actuellement les produits bio, ils disent qu'ils ne savent même pas s'ils consomment ou pas. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement ce problème de certification et de labellisation des produits bio. Ce qui veut dire que n'importe qui peut se lever et dire que voilà, moi je vends par exemple des produits bio, je ne mets pas d'engrais, etc. Mais est-ce que vous en avez la certitude là face à ce problème de traçabilité souvent qui n'existe pas? Donc, mais les acteurs sont sensibles à cela parce que quand même c'est le segment de marché qu'ils veulent préserver. Donc là, il y a des initiatives qui vont effectivement dans ce sens-là, bien que ça n'a pas encore abouti là. Donc, comment faire de telle sorte qu'on puisse certifier les produits pour que le consommateur puisse avoir la bonne information de façon à distinguer ce qui est bio, ce qui n'est pas bio, là où la qualité sanitaire est plus importante que d'autres là. Donc, je crois que c'est des efforts qui sont en cours. Il faut juste encourager les initiateurs pour que ça puisse aboutir. Et ça permettrait effectivement de pouvoir distinguer ce qui est bio, ce qui n'est pas bio, et pouvoir aider les consommateurs dans ce sens-là. Parce que l'information, elle est capitale dans, si vous voulez, la tenue, l'organisation et l'efficience du marché. Là. Et je crois qu'il y a effectivement des initiatives qui vont dans ce sens-là. Maintenant, effectivement, bon, il y a très peu d'intérêt de l'État. On a essayé de donner quelques éléments là-dessus. Mais lorsqu'il y avait, c'était au mois de novembre, je crois. Donc, la Fédération nationale de l'agriculture biologique a organisé sa conférence annuelle, c'était à Thiès. En fait, vous verrez qu'ils sont plus situés vers la petite côte Thiès, etc. Là. Donc, la plupart des producteurs, parce que c'est la proximité surtout de la zone des Niayes. Donc, ils ont organisé leur conférence annuelle. Il y avait la direction de l'agriculture, donc le ministère de l'Agriculture qui était invité. Maintenant, les gens voilà, se sont levés pour dire que voilà, l'État a très peu d'intérêt à ce système agricole alternatif. Maintenant, ce qu'il a proposé, c'est que la subvention, par exemple, que l'État accorde aux producteurs donc sur l'engrais, là, il dit que maintenant, il y aura une partie qu'on va prendre et subventionner, par exemple, l'engrais organique. Bon, vous savez qu'il y a un processus de production de l'engrais organique qui ne fait pas appel à la chimie, par exemple. Là, c'est le compostage, si vous voulez. Il y a des structures qui sont là, qui produisent de l'engrais organique que les producteurs bio peuvent utiliser. Donc, l'État, en fait, ce qu'il a proposé, c'est qu'une partie de ces subventions, qui vaut des milliards de francs CFA, sera utilisée pour effectivement encourager la production d'engrais organiques, mais également sa distribution et son usage. Donc là, on pourrait sentir effectivement cet intérêt naissant de l'État vis-à-vis de la culture biologique, mais il faut juste peut-être souhaiter que ça ne soit pas, par exemple, des propos en l'air comme on en a l'habitude avec l'État, que ça puisse être vraiment une politique véritable, parce qu'il y va non seulement de la santé des sols, comme je dis, mais également de la santé humaine et de la santé animale. Maintenant, donc, il faut juste prier que ça puisse aller dans ce sens-là. Mais sinon, c'est des points importants qui sont au cœur de la problème de l'agriculture biologique et qu'on pourra effectivement, dans le cadre d'une meilleure promotion, à travers des stratégies très claires, à travers une recherche qui accompagne, si vous voulez, la définition de ces stratégies, arriver à une situation où effectivement on a des produits qui sont très visibles parce que certifiés, mais également vous avez une implication de tous les acteurs, en particulier de l'État, avec un certain équilibrage entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Voilà. Il y a Philippe Diagaba, je crois, hein, qui a levé la main aussi. Bon, on va prendre les deux interventions. Hein. Philippe Diagaba. Philippe Diagaba, vous m'entendez? Bon, sinon, c'est Sireba, je crois. Hein. N'oubliez pas d'activer vos microphones. Alors oui, bonjour professeur. Oui, bonjour. D'accord, donc nous vous remercions aussi pour la présentation qui est très pertinente. Donc je vais aller rapidement, je n'ai que deux questions. Donc la première question, c'est de savoir quelle est la motivation qui incite ici les consommateurs des 4 départements à opter pour les produits bio. Est-ce que c'est pour la recherche de la qualité de vie, de la santé ou de l'espérance de vie? Donc ça, c'est la première question. La deuxième aussi, c'est
c'est par rapport au papier. Donc, je vois que dans l'annexe A1, vous avez un tableau là qui est, bon, qui est un peu nouveau pour moi, en fait, par rapport à la revue de la littérature. Donc, je voudrais quelques explications pour ça, monsieur. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ces deux questions importantes-là. Maintenant, qu'est-ce qui motive les consommateurs? Bon, là, je crois que c'est un élément qui a fait l'objet de ces recherches-là. Lorsqu'on a essayé de voir un peu les attitudes, mais c'est évident qu'on n'est pas allé relativement très loin, mais là, on est parti juste d'un point relativement très clair. C'est que venez présenter le scénario hypothétique aux individus, dites-leur que voici un produit biologique où vous ne trouverez pas, par exemple, de résidus de produits chimiques qui atteignent vraiment des normes vraiment dangereuses même pour la santé. Et là où votre santé est préservée, la santé également des écosystèmes est préservée. Et qu'effectivement, à terme, vous n'aurez pas des maladies qui sont souvent associées à ces résidus-là. Donc, vous avez des produits sains, vous avez des produits nutritionnels, et vous avez des produits qui sont vraiment favorables pour vous, mais également pour les membres de votre ménage. Maintenant, ce supplément de qualité que l'on vous offre, est-ce que vous êtes prêt tout simplement à payer une prime correspondante? Maintenant, ils vont dire oui. Donc, à partir de là, peut-être la motivation principale, c'est tout simplement ce besoin de consommer des produits de qualité améliorée, qualité saine, qui puissent contribuer vraiment à la qualité de la vie de façon générale. Donc là, on pourrait effectivement aller dans ce sens. Il faut dire que la motivation principale, c'est vraiment de disposer d'aliments sains qui puissent être donc favorables à la santé humaine. Bon, maintenant, on n'est pas allé jusqu'en détail pour voir maintenant la valeur qui donne, qu'est-ce qui pourrait être attribué, si vous voulez, à la qualité saine, ou bien qu'est-ce qui pourrait attribuer, si vous voulez, à la santé humaine, mais qu'est-ce qui pourrait également attribuer, par exemple, à la santé de l'écosystème. Bon, ça, on n'est pas allé jusqu'à pouvoir distinguer ça. Mais dans tous les cas, on leur a proposé une qualité améliorée des produits qu'ils consomment et on leur demande maintenant, est-ce que vous êtes prêts à valoriser ce supplément de qualité-là. Maintenant, pour le papier, effectivement, lorsque vous regardez la structure, vous verrez qu'il y a un grand tableau qui est dedans. En fait, c'est le problème souvent quand on travaille ensemble là. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas toujours aimé travailler ensemble là. C'est vraiment très difficile de pouvoir coordonner et puis harmoniser les vues, etc. Parce que le collègue avec qui j'ai travaillé à un moment donné, bon, il a intégré ce grand tableau-là dans la revue de la littérature pour faire le listing un peu des tableaux. Bon, il y a certains papiers qui le font, hein, bien qu'ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Mais souvent dans la revue de la littérature, ce qu'on demande, c'est d'avoir une approche très synthétique des travaux existants, mais ne pas en faire un listing sur 2 ou 3 ou 4 pages, etc. Alors, bon, là, je pourrais dire un peu pour... lorsqu'il s'agit de publier, là, de soumettre dans la revue, là, bon, ce que j'ai fait, c'est enlever ce tableau qu'il a mis dans le corps du texte là, pour le mettre en annexe. Mais sinon, à un moment donné, j'avais vraiment voulu l'enlever définitivement du travail là, parce que je ne vois pas un peu ce que ça peut apporter aux lecteurs qui ont vraiment d'aller directement à l'information principale, en tirer les principales leçons et puis aller à la suite. Donc ça, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas de faire des tableaux de 3, 4, 5 pages là pour pouvoir voilà, donner, voilà, dit tel travail a fait ceci, tel a fait cela. Ça, c'est pas tellement l'esprit qu'on a dans la littérature, dans la revue de la littérature qui doit être très synthétique, etc. Donc ça, ne le faites pas. Peut-être que vous verrez que dans la version finale qui sera publiée, c'est quelque chose qui sera effectivement enlevé, épuré effectivement du travail là. Mais bon, vous savez, quand on travaille ensemble, il faut mélanger les sensibilités là, et accepter souvent certains compromis qui peuvent même aller dans le sens de voilà, d'entacher relativement la qualité du travail. Mais l'éditeur et les reviewers de la revue là auront le dernier. Bon, peut-être je vais donner la parole à Marthe et peut-être revenir à Funti et puis on va s'arrêter là. Marthe, allez-y. Activez vos microphones. Voilà. Bonjour à tous. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit bien. Oui, tout d'abord, prof, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, mais également pour cette brillante présentation. Merci. C'est difficile, après une telle présentation, de trouver des zones d'ombre, donc voilà, qui sont relatives à la présentation elle-même. Ma question, j'ai une question. Peut-être qui va porter sur d'autres aspects de la problématique.
Okay. À savoir si le Sénégal, bon, tout à l'heure, vous avez dit que le réseau des agriculteurs biologiques s'est formé et bénéficie d'un appui institutionnel. C'est quel genre d'appui en fait? Parce que je pense que au niveau du Sénégal et en Afrique de façon générale, la problématique de l'agriculture biologique est un peu méconnue de la majeure partie de la population. Et également, je pense que c'est dû au fait que nous ne comprenons pas, ou bien la population ne saisit pas les enjeux sanitaires et environnementaux qui sont derrière la problématique de l'agriculture conventionnelle, de même que celle biologique. Maintenant, je voulais savoir de quel appui institutionnel bénéficierait ce réseau d'agriculteurs biologiques, mais aussi, est-ce que le Sénégal dispose d'un processus de certification qualité ou bien quelque chose comme ça, des différents produits qui sont sur le marché? Donc, ça, c'est des questions que je me pose déjà à l'entame et qui, pour moi, sont très importantes si on voudrait, par exemple, faire la promotion de l'agriculture biologique, mettre un cadre institutionnel qui pourrait protéger, voilà, l'agriculture biologique. Oui, merci Marthe pour ces points importants que vous soulevez également. Donc je crois que ce qu'on a pu comprendre à travers la présentation, mais également en examinant un peu le cadre institutionnel, donc là on voit qu'il y a très peu, voire pas d'implication significative de l'État pour pouvoir promouvoir, développer et populariser, si vous voulez, l'agriculture biologique, mais également les produits qui en sont issus. Donc maintenant, l'appui que vous avez, c'est généralement les organisateurs, en fait les organisations paysannes qui sont impliquées dedans, qui essaient de s'organiser tant bien que mal, par exemple en offrant par exemple des formations, en accompagnant, si vous voulez, leurs membres pour développer leur capacité de production et également savoir comment améliorer le processus de façon à ce que ça soit réellement organique ou biologique, si vous voulez. Maintenant, vous avez des partenaires également qui les accompagnent. Donc là, par exemple, au Sénégal, on a quoi? On a par exemple, parmi les institutions, je crois qu'on en avait cité beaucoup la dernière fois. Là. Donc vous avez par exemple ENDA Pronat, qui est vraiment le leader dans la matière. Vous avez Agricole, je crois, qui est dedans. Donc, mais surtout, les partenaires cherchent à jouer un rôle relativement important. Là, j'ai parlé de l'Union européenne, qui a vraiment un programme relativement important pour pouvoir les accompagner en termes de formation, de renforcement des capacités de production, de meilleures connaissances, si vous voulez, des normes, qui puissent en faire effectivement des produits bio. Mais également, on a parlé des marchés au niveau de la commercialisation. Donc, c'est des produits chers. Si vous les laissez aux mains des producteurs, peut-être qu'ils auront du mal à pouvoir les défouler sur les marchés face à l'inondation, par exemple, de produits biologiques. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ENDA Pronat, je crois, avec d'autres aussi, augmente, organise, si vous voulez, ces marchés. Je crois que vous avez ces marchés-là. Peut-être que si vous regardez vos quartiers-là, peut-être que vous les connaissez mieux que nous. Par exemple, si vous allez dans le parc à l'intérieur, donc vous avez effectivement une cantine là-bas qui offre des produits biologiques. Si vous allez aux Almadies, par exemple, vous avez un endroit, je crois, où je crois que c'est tous les samedis. Il y a ces produits biologiques qui arrivent et d'autres quartiers aussi. Mais également, il y en a qui vont avoir leurs clients fidélisés et puis régulièrement, ils leur amènent, par exemple, des paniers de produits biologiques dans le cadre de leur consommation. Donc, ça veut dire qu'il y a ces accompagnements institutionnels, mais malheureusement qui ne viennent pas de l'État, mais c'est des initiatives au niveau de leurs organisations ou bien des partenaires qui les accompagnent, non seulement au niveau de la production, mais également au niveau de la commercialisation. Donc, ça, c'est un problème qui est là. Et, maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, quand la rencontre annuelle de la Fédération nationale de l'agriculture biologique a été tenue, il y avait le représentant du ministère qui est venu de faire la promesse comme quoi que ce qu'on donne maintenant, l'enveloppe de subvention portant sur l'engrais,
l'engrais chimique, on va prendre une partie maintenant pour subventionner l'engrais organique, histoire de les aider. Bon, maintenant, jusqu'où ils vont aller avec cette promesse-là, bon, là, je crois que l'histoire nous le dira. Maintenant, je suis d'accord avec vous que les enjeux sont méconnus des populations en termes de qualité des produits, l'impact sur leur santé. Il y a beaucoup de maladies que nous avons là. Bon, la plupart du temps, c'est à travers ce que nous mangeons. Et je crois que les médecins le diront mieux. Hein, ils disent que votre premier médicament, c'est l'aliment que vous prenez. Donc, ça veut dire que si vous avez une bonne alimentation, même si vous êtes malade, vous allez être guéri. Mais également, la qualité de l'alimentation peut agir sur la santé directe à travers, si vous mangez par exemple quelque chose qui n'est pas bien, c'est évident que ça va se refléter, dégrader votre santé, etc. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est avoir vraiment une bonne stratégie de communication. Et là, c'est les acteurs directs qui doivent pouvoir s'engager. Il s'agit de promouvoir le pro-produit, de promouvoir l'agriculture. Lorsqu'il y avait la rencontre, j'avais eu la chance d'aller présenter ces résultats-là. Ça a été relativement bien accueilli parce que ce qui a manqué dans ces débats-là, c'est vraiment cette approche économique qui leur donne des schémas d'évaluation de marché et de comportement des consommateurs. Et ils ont bien apprécié cela. Et une des implications, ce que je l'avais dit, c'est que soit vous ne communiquez pas ou vous communiquez mal. Mais le potentiel, il est là. Le consommateur ne vous connaît pas, alors allez vous faire connaître. Donc, ça veut dire qu'il y a ce travail de communication, d'information, de sensibilisation pour essayer de faire comprendre aux populations les véritables enjeux qui tournent autour de la qualité des produits et des initiatives existantes là. Donc ça, je crois que c'est un enjeu qui est là. Maintenant, il faut juste que tout le monde s'y mette, en particulier nous, chercheurs. Et là, c'est quelque chose que je demande à tout le monde. Hein. Par exemple, ceux qui sont... par exemple, au Sénégal, là, si vous voulez, vous pouvez reprendre ce travail-là et peut-être élargir la liste de produits. Parce que moi, je me suis intéressé uniquement à ces 4 légumes-là, produits maraîchers. Maintenant, pourquoi ne pas élargir? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Utiliser peut-être une approche alternative. Par exemple, là, j'ai proposé la méthode d'évaluation contingente dans son format de question double. Maintenant, vous pouvez dire qu'il y a une approche plus avancée qui a été proposée, je crois, au début des années 2000. Mais bon, que j'ai eu du mal à appliquer. C'est pour ça que je n'ai pas mis ça dans les questionnaires. C'est ce qu'on appelle les one and one half band, qui est beaucoup plus avancé que le double band que moi j'ai utilisé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement envisager. Ou bien aller même prendre une partie à Dakar et d'autres parties maintenant dans quelques régions limitrophes à défaut d'avoir tout le Sénégal. Alors là, ça peut vous donner, si vous voulez, des résultats, je crois, un peu plus supérieurs à celui que j'ai contribué effectivement au débat. Maintenant, vous qui êtes hors du Sénégal, là, c'est quelque chose que vous pouvez envisager chez vous. Si effectivement vous avez des initiatives d'agriculture, je crois que c'est le cas, surtout en Afrique de l'Ouest. J'ai même vu dans la littérature d'autres pays comme Kenya, Tanzanie, etc. Donc, essayez de voir si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Ça peut être un travail de recherche que vous pouvez faire. Maintenant, la principale difficulté, ce sera peut-être au niveau de la collecte des données. Maintenant, il y a plusieurs stratégies. Hein. Moi, j'ai pris de ma propre petite richesse là, pour aller le faire. Je crois qu'au total, ça m'a coûté dans les combien, moins de 500 000, je crois. Parce qu'il fallait payer les enquêteurs et comment ça s'appelle là, les statisticiens pour l'échantillonnage et la pondération, tout ça. Et la saisie aussi. Mais ce que je veux, bon, pas la saisie, parce que la saisie, ça a été fait parallèlement. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Maintenant, pour le questionnaire, établissez votre questionnaire. Je vais partager le questionnaire avec vous, si vous voulez. C'est juste un questionnaire très simple d'une page. Et puis, maintenant, pour la collecte, maintenant, il y a des applications dans vos téléphones là qui vous permettent tout simplement de collecter les données en temps réel avec des informations sur les géolocalisations. Donc, ça, c'est un aspect que je n'ai pas exploité, la géolocalisation. Là, ça permettrait, par exemple, de voir... C'est une question additionnelle que vous pouvez amener. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation spatiale entre les réponses là? Et après, maintenant, vous pouvez traduire ça sous forme de carte pour voir, par exemple, les hotspots en termes de valorisation, là où, par exemple, on a des schémas de valeur plus importants. Peut-être que c'est là qu'il faut aller installer les marchés. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Et puis, maintenant, pour les enquêteurs, là, bon, ça peut être vous et vos camarades de promotion. Vous êtes 3 ou 4, voilà, allez-y. Moi, j'avais pris 4 enquêteurs seulement. Ils ont fait le travail maintenant sur 4 mois. En fait, 4 fois, hein, parce que chaque mois, c'est une seule fois qu'ils vont sur le terrain. Et au total, j'ai pu avoir 423 000. Donc là, je vous encourage à le faire parce que si nous voulons vraiment promouvoir la santé des populations, la qualité des produits que nous consommons, vraiment qui se dégradent année après année,
avec des substances chimiques qu'on ne maîtrise même pas, qu'on ne connaît même pas. En fait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on mange. C'est ça le problème. Imaginez, près d'un tiers dit qu'il ne sait même pas s'il mange bio ou pas. Les produits que nous avons sur le marché, est-ce qu'on sait de quoi il s'agit? Peut-être que le producteur, il est voilà, sur sa parcelle-là. Maintenant, il se dit que je veux de l'argent. Voilà, ce que je vais faire, c'est mettre beaucoup d'engrais, accélérer le processus de maturation, qui t'amène à compromettre la qualité ou bien l'équilibre chimique ou bien nutritionnel du produit et vendre ça aux consommateurs. Donc, nous prenons, mais on ne sait même pas comment c'est produit. Donc, d'où l'intérêt de la certification. Mais nous, chercheurs, on doit également apporter nos contributions scientifiques et uniques pour pouvoir verser dans le débat et donc éclairer certaines décisions qui seront prises. Alors là, c'est un appel que je fais à tout le monde, en particulier ceux qui sont hors du pays. Là. Donc, essayez de répliquer ce travail-là chez vous. Vous verrez que dans la plupart des cas, ça n'a jamais été fait. Et vous verrez qu'il y aura un intérêt scientifique important aussi, parce que c'est une littérature presque nouvelle qui va tourner vers ces pays qui sont relativement très pauvres. Donc, voilà, donc essayez de voir comment le faire. Donc, quelqu'un a proposé un travail de groupe sous-régional avec une analyse comparative. Ça, c'est pertinent. C'est très pertinent. Là. Mais dans ce cas, bon, s'il faut par exemple ce travail d'envergure-là, peut-être il faudrait envisager voilà, un schéma de financement voilà, qui puisse être pertinent. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, il y a cette confédération des fédérations nationales, parce qu'il veut définir une politique commune à tous les pays, bien que les États ne semblent pas aussi intéressés que cela. Par exemple, un projet peut être développé, faire les plaidoyers, parce que moi, je commence à les connaître petit à petit, hein, parce que je travaille de plus en plus avec eux, surtout dans le cadre de la zone de libre-échange continentale qui arrive, mais également la promotion des investissements étrangers dans la zone. Je travaille sur 2 projets dans ce sens-là. Donc, peut-être si je les connais, je peux développer ce projet et en faire peut-être quelque chose dans le but régional, avec des informations qu'il faut collecter dans les 15 pays membres. Et peut-être si ce projet passe, là, effectivement, on pourrait monter des équipes, avoir des relais au niveau national pour les enquêtes, les analyses spécifiques pays, et en faire maintenant un document général avec des stratégies communes qu'on pourrait proposer à tous ces pays-là. Voilà. Donc, mais ça, c'est en perspective. Hein. On pourra voir là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire dans nos pays là. Mais on essaie de s'organiser, d'avoir le temps et de se mettre au travail là. Mais quand même, c'est une bonne idée. Maintenant, la certification, bon, on va y arriver, hein, parce que c'est un point qui a été soulevé. Je crois qu'on va y arriver. Je crois que si on définit une stratégie, la certification sera effectivement. Parce que lorsqu'un produit arrive, il faut que le consommateur sache qu'il est là et qu'il est différent des autres là. Et il n'y a que la certification, je crois, qui peut pouvoir lui permettre de faire la part des choses. Attendez, je crois qu'il y a Funti qui lève la main depuis longtemps. Ensuite, il y a Sorna Diallo, je crois, qui a activé son microphone. Donc, on prend ces deux-là rapidement et puis on pourra s'arrêter. Peut-être Sorna Diallo. Oui, Funti d'abord, Funti, parce que vous avez levé la main depuis longtemps. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, professeur, très rapidement, je voulais juste revenir un peu sur la certification pour souligner qu'il y a quand même une minorité qui dispose de cette certification-là, d'autant plus qu'il y a de l'exportation timide de ces produits bio-là. Oui. Il faudra souligner cela. Maintenant, il faudra peut-être analyser ce système qui est déjà sur place et voir si c'est un modèle qu'on peut reproduire. Par ailleurs, il y a un problème crucial qu'il faut souligner, c'est le conditionnement de ces produits-là. Oui. Ça affecte considérablement la qualité. Donc, j'aimerais qu'on essaie de voir aussi comment on peut analyser, faire le contrôle qualité et conditionnement, d'autant plus que la plupart de ces produits-là sont des produits périssables. Et le conditionnement, la conservation, c'est un problème crucial dans l'agriculture. Oui, ça, c'est des points importants quand même, hein, qu'on va effectivement verser dans le débat là. Effectivement, il y a des initiatives de certification qui existent. Bon, il y a 3 ans, là, j'étais impliqué dans une étude sur la contractualisation dans la filière oignon au Sénégal. Donc, on est allé rencontrer les acteurs pour comprendre un peu comment la filière se comporte, les initiatives existantes. Mais effectivement, il y a eu l'information comme quoi il y a eu des tentatives en termes de certification. Mais là, c'est à l'initiative d'une organisation paysanne. Mais malheureusement, ça n'a pas tellement abouti. Parce que vous savez, il y a tellement d'enjeux qui font que souvent, ce que vous voulez mettre en place, vous avez d'autres considérations qui feront qu'effectivement, ça ne marchera pas. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je crois que ça peut faire l'objet, effectivement, de travail approfondi. Par exemple, identifier
les expériences existantes, essayer de voir le cadre institutionnel qui se charge de la certification, selon quels critères, comprendre ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tirer des leçons et puis proposer peut-être des mécanismes beaucoup plus efficaces et durables. Maintenant, pour ce qui est un autre problème que vous amenez, c'est vrai, hein, c'est la qualité, la conservation, le conditionnement, tout ça là. Mais vous savez, un des avantages de la culture biologique, en fait, le problème est là, mais je crois qu'il est moins important que pour la culture conventionnelle. Et je crois que cela est lié un peu à la nature même des produits. Parce que quand vous avez des produits souvent qui suivent cet itinéraire technique de production en respectant, si vous voulez, les normes techniques de production avec moins d'engrais chimiques et puis plus d'engrais organiques. Donc ça veut dire que quand la composition organique n'est pas corrompue, donc en général, c'est des biens qui peuvent rester là pendant très longtemps. Regardez par exemple une comparaison, l'oignon local et l'oignon hollandais importé qui arrive là. Vous verrez que l'oignon local, je crois qu'on l'a pris sur le marché actuellement là. Ce que vous avez sur le marché, c'est l'oignon importé. Mais cet oignon importé, ça se conserve plus longtemps que dans les conditions, par exemple, normales, là, vous mettez ça pas dans votre cuisine, ça se conserve plus longtemps que l'oignon local. Parce que l'oignon local, non seulement qu'il y a plus d'engrais, mais également la teneur en eau, donc l'humidité est beaucoup plus élevée. Ce qui veut dire que ça se conserve très peu dans le temps. Vous en prenez un demi-sac ou bien un sac de 25 kg que vous mettez dans votre cuisine, mais pour tout le mois, souvent vers le 15, le 20, là, vous verrez que le reste de l'oignon commence à pourrir. Donc, souvent, c'est un problème qu'on aura, en fait, qui existe, hein, mais pas dans la même ampleur que pour l'oignon, pour le produit biologique. Donc, je crois qu'une fois qu'on respecte les itinéraires techniques de production dans le contexte du bio, développer par exemple des mécanismes, en fait, des infrastructures de stockage et de conditionnement et avoir une certaine rationalisation du circuit de commercialisation, effectivement, on pourra aller dans le sens de pouvoir écouler les produits, satisfaire le marché suivant un timing raisonnable. Et effectivement, on pourra éviter les pertes post-récolte qui peuvent être relativement très importantes. Peut-être un dernier point qui vient de Sorna Mbacho Diallo. Après, on pourra s'arrêter là. Oui, je crois qu'elle m'a dit oui, ça va, quoi. Donc peut-être qu'elle n'a plus de questions. Voilà, donc je crois qu'on pourra s'arrêter là. Bon, une fois de plus, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir partager ces moments de recherche. C'est toujours un plaisir de se retrouver, de discuter des problématiques qui nous intéressent, que nous vivons au jour le jour. Donc, je crois que cette problématique de l'agriculture biologique est quand même très importante. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de recherche. Donc là, on en a parlé. Et là, je vous suggère effectivement de voir dans quelle mesure vous pouvez vous impliquer dans ce débat-là à travers un projet de recherche, un travail que vous faites pour pouvoir effectivement contribuer dans ce débat-là. Parce que c'est notre rôle de chercheur. On prend les problématiques de développement économique et social de nos pays et on apporte notre contribution. C'est en ce sens qu'on est utile à notre société. Sinon, à quoi servons-nous? Voilà, donc je vais partager tous ces aspects-là, la vidéo, le résumé du travail en français que j'avais fait là. Et ensuite, je vais également les PowerPoint. Et ensuite, je vais partager avec tout le monde. Voilà. Et puis, le débat va continuer là. Mais là, si quelqu'un veut faire un travail de recherche spécifique à la matière, bon, là, je pourrais un peu l'aider. Maintenant, l'idée d'avoir ce projet collaboratif à l'échelle régionale ou bien plus multi-pays là, bon, ça, je vais y penser. Maintenant, je vais voir un peu comment faire porter ça par la CEDEAO. Bon, comme je dis, c'est des gens que je connais de plus en plus. Donc, on va voir là où est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là. Voilà, donc, merci beaucoup à tout le monde. On se donne rendez-vous au mois de février. Donc, maintenant, la périodicité, c'est une fois par mois, hein, en attendant qu'on puisse avoir beaucoup plus de personnes qui s'impliquent pour pouvoir contribuer aux présentations. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et puis bon week-end et puis bonne recherche à tout le monde aussi.